Marcus Blackwell avait vu beaucoup de choses étranges en 36 ans d'existence. Il avait survécu aux balles, aux trahisons et aux bains de sang. Il avait bâti un empire à partir de rien, régnant sur le sud de Chicago d'une main de fer. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparé à ce qui allait entrer dans sa vie. C'était à 2 heures du matin, par une froide nuit d'octobre. La boîte de nuit Black Crown vibrait au son des basses étouffées des étages inférieurs. Mais ici, dans le bureau privé de Marcus au dernier étage, seul le silence et la fumée de cigarettes emplissaient l'air. 5 hommes étaient assis autour de la table en acajou, leurs visages tendus par la tension. Ils discutaient d'une cargaison d'une valeur de 3 millions de dollars. Chaque détail comptait, chaque mot avait du poids. La livraison a lieu jeudi, dit Marcus, d'une voix basse et contrôlée. Pas d'erreur, pas de bavure. Les hommes hochèrent la tête. Personne n'osait le contredire. Puis la porte s'ouvrit. Un des gardes entra, l'air presque embarrassé. Patron, désolé de vous interrompre. Il y a une situation à l'extérieur. Marcus haussa un sourcil. Une situation. Un chien, patron. Un chiot. Il n'arrête pas de gratter la porte vitrée en bas. On a essayé de le chasser, mais il revient sans cesse. Marcus faillit rire. Faillit. Alors chassez-le plus vigoureusement. Nous l'avons fait, patron, 3 fois. Il a mordu le pantalon de Di et a essayé de l'entraîner vers la rue. Le silence tomba dans la pièce. Derek Morrison, le bras droit de Marcus, se pencha en arrière sur sa chaise avec un sourire narquois. Juste un bâtard errant. Demandez à quelqu'un de s'en occuper définitivement. Mais quelque chose vacilla dans la poitrine de Marcus, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La curiosité. « Montrez-moi, dit-il. » Le garde cligna des yeux. « Patron, montrez-moi le chien. » Marcus se leva et se dirigea vers l'ascenseur, ignorant les regards confus de ses hommes. Tony Russo, son garde du corps le plus loyal, le suivit sans poser de questions. Ils descendirent au rez-de-chaussée, où l'entrée vitrée révélait la rue déserte. Et il était là, un chiot berger allemand, pas plus grand qu'un ballon de football, était assis, tremblant sur le trottoir froid. Ses côtes saillaient sous une fourrure emmêlée. Ses pattes étaient éraflées et saignaient. Ses oreilles tombaient de fatigue. Mais ses yeux brûlaient de quelque chose que Marcus reconnut instantanément. Le désespoir, la détermination, un but. Au début, Marcus pensa que c'était juste un chien errant affamé cherchant de la nourriture. Juste une autre créature oubliée dans une ville pleine d'âmes oubliées. Mais le chiot fit alors quelque chose qui glaça complètement le plus impitoyable des chefs de la mafia de Chicago. Le petit chien pressa son nez contre la vitre, regarda Marcus droit dans les yeux et poussa un unique cri perçant. Pas un aboiement, pas un gémissement, un cri brut, brisé, suppliant. Puis il se tourna et courut de quelques pas vers la rue. Il s'arrêta, regarda en arrière, courut à nouveau, s'arrêta, regarda en arrière encore et encore, comme s'il disait « Suis-moi, s'il te plaît, il n'y a pas de temps à perdre. » La mâchoire de Marcus se contracta. Sa main se pressa contre la vitre froide. Le chiot gratta frénétiquement le trottoir, puis revint en courant vers la porte, pressant son petit corps contre elle, tremblant, attendant. Tony s'approcha. « Patron, c'est juste un chien errant. On peut... » « Non. » Marcus le coupa, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il observait les yeux du chiot, sauvage, suppliant, refusant d'abandonner. Et quelque part au plus profond de Marcus Blackwell, un souvenir s'éveilla. Le souvenir d'une autre nuit, 30 ans plus tôt, quand un petit garçon avait supplié des étrangers de l'aider. Personne n'avait écouté à l'époque. Marcus poussa la porte vitrée et sortit dans l'air froid de la nuit. Le chiot attrapa immédiatement la jambe de son pantalon avec ses petites dents, le tirant vers l'obscurité. Et Marcus le suivit. L'air froid de la nuit mordait la peau de Marcus alors qu'il se tenait devant le Black Crown, regardant le petit berger allemand tirer sur son pantalon avec une détermination désespérée. Les dents du chiot étaient petites, à peine assez fortes pour agripper le tissu, mais sa volonté était énorme. Tony Russo sortit derrière lui resserrant son manteau. « Patron, qu'est-ce qu'on fait dehors? » Marcus ne répondit pas. Il s'accroupit lentement, se mettant au niveau du chiot. La petite créature lâcha immédiatement son pantalon et s'assit,
la poitrine soulevée par des respirations rapides. De près, Marcus pouvait voir à quel point cet animal était brisé. Des plaques de fourrure manquaient. Une coupure traversait son oreille gauche. Son petit corps tremblait, pas seulement de froid, mais de quelque chose de plus profond. La peur, l'épuisement, et sous tout cela, l'espoir. Apportez de la nourriture, ordonna Marcus sans se retourner. 2 minutes plus tard, un garde plaça un bol de restes de steak devant le chiot. De la viande de premier choix, chère, le genre que la plupart des chiens errants dévoreraient en quelques secondes. Mais le chiot n'y jeta même pas un regard. Au lieu de cela, il courut vers la rue, s'arrêta après 3 mètres, se retourna et aboya. Puis il revint vers Marcus, lui donna un coup de patte sur la jambe et répéta toute la séquence. Il courait vers la rue, s'arrêtait, aboyait, revenait, donnait la patte et suppliait encore et encore. Tony observait avec une confusion croissante. « Il n'a pas faim. »« Non, » murmura Marcus, les yeux plissés. « Il n'a pas faim. » Le chiot gémit et pressa sa tête contre la cheville de Marcus. Le son était si faible, si brisé, que quelque chose se fissura dans la poitrine de Marcus. Un mur qu'il avait construit pendant 3 décennies commençait à montrer sa première fracture. Il se souvint d'un autre chien, un Golden Retriever nommé Buddy, son compagnon d'enfance. Le seul ami qu'il avait quand son père était trop occupé à gérer les rues et sa mère trop fatiguée par ses doubles journées de travail. Buddy avait été là la nuit où tout s'était effondré. La nuit où des hommes masqués avaient emmené sa mère. La nuit où son père était mort en essayant de la sauver. Marcus avait 7 ans. Buddy avait aboyé et aboyé, essayant d'avertir quelqu'un, n'importe qui. Mais personne n'avait écouté. Personne n'était venu. Le souvenir était encore vif, même après 30 ans. La porte vitrée derrière lui s'ouvrit. Derek Morrison sortit, les mains dans les poches, une cigarette pendant à ses lèvres. « Patron, nous avons encore des affaires à régler à l'intérieur, » dit Derek nonchalamment. « C'est juste un chien errant, probablement enragé. Je peux demander à quelqu'un de s'en occuper. » Au moment où Derek parla, le comportement du chiot changea complètement. Ses oreilles s'aplatirent, ses babines se retroussèrent, révélant de petites dents blanches. Un grognement sourd. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Tony se rapprocha de Marcus et parla doucement. « Les chiens ne réagissent pas comme ça sans raison, patron. Il essaie de nous dire quelque chose. » Marcus se leva lentement, son regard oscillant entre Derek et le chiot tremblant. Le visage de Derek était devenu pâle. Ses mains n'étaient plus nonchalamment dans ses poches. Elles étaient crispées. Intéressant. Marcus nota cette réaction pour plus tard. Le chiot courut à nouveau vers la rue, s'arrêta et poussa un aboiement sec. Cette fois, il n'y avait aucune supplication dans ses yeux. Seulement l'urgence, seulement le feu. Il avait fini de mendier. Il exigeait. Marcus prit sa décision à ce moment-là. Il ne savait pas pourquoi. Il ne comprenait pas cette attraction dans sa poitrine, ni la voix dans sa tête qui lui hurlait de suivre cette petite créature brisée vers l'inconnu. Mais il avait appris il y a longtemps à faire confiance à son instinct. Il l'avait maintenu en vie quand rien d'autre ne le pouvait. « Tony, » dit Marcus en se dirigeant vers son vosse noir, « on va faire un tour. »« Où ça? » Marcus jeta un regard en arrière vers le chiot, qui sprintait déjà devant, s'arrêtant tous les quelques pas pour s'assurer qu'il le suivait. « Où il nous mènera. » 6 heures plus tard, avant que le chiot ne trouve Marcus Blackwell, avant la course désespérée dans les rues sombres de Chicago, il y avait de la chaleur. Il y avait de l'amour. Il y avait une famille de 2, plus un minuscule gardien à 4 pattes. Le passage sous l'autoroute Interstate 90 n'était pas une maison. Pas selon les définitions qui comptaient pour le reste du monde, mais pour Lily Carter, 6 ans, c'était tout ce qu'elle avait. Les piliers de béton s'élevaient comme des jambes de géants autour d'eux, bloquant la majeure partie du vent froid d'octobre. Une tente de fortune faite de bâches bleues et de boîtes en carton aplati se tenait contre le mur, maintenue par de la corde et un espoir désespéré. À l'intérieur, une seule couverture mince, délavée, rapiécée à 3 endroits, recouvrait un matelas de vieux journaux. C'est là que Lily vivait avec sa mère, Sarah. C'est là qu'elles avaient survécu au cours des 4 derniers mois, depuis que l'avis d'expulsion était arrivé et que les refuges les avaient refusés. Sarah Carter avait été infirmière, une bonne infirmière. Elle avait travaillé en double service à l'hôpital général de Chicago pendant 6 ans, sauvant des vies, tenant des mains, essuyant des larmes.
Puis la pandémie est arrivée. Les coupes budgétaires ont suivi. Et d'un coup, elle est devenue une autre statistique. Un autre visage oublié dans une ville qui bougeait trop vite pour remarquer ceux qui tombaient. Mais Sarah n'a jamais laissé Lily la voir pleurer. Pas une seule fois. Ce soir, l'air était froid mais calme. Le trafic au-dessus s'était calmé pour devenir un bourdonnement lointain. Et à l'intérieur de la petite tente, un petit miracle se produisait. Lily était assise en tailleur sur le matelas de journaux, tenant un demi-petit pain rassis dans ses petites mains. Ses cheveux blonds, sales, emmêlés, mais captant toujours la faible lumière des lampadaires, tombaient sur son visage mince. Ses yeux bleus brillaient d'une joie que la pauvreté ne pouvait pas voler. Devant elle était assis Shadow. Le chiot berger allemand avait à peine 4 mois, assez petit pour tenir sur les genoux de Lily, assez maigre pour qu'on puisse compter chacune de ses côtes. Sa fourrure noire et feu était emmêlée par endroits, et une cicatrice traversait son oreille gauche, un souvenir de la vie cruelle qu'il avait endurée avant que Lily ne le trouve. 2 semaines plus tôt, Lily avait entendu des gémissements provenant d'une benne à ordures derrière la station-service de la 47e rue. À l'intérieur, enfouie sous des sacs poubelles et de la nourriture pourrie. Elle l'avait trouvé, abandonné, affamé, respirant la peine. Elle l'avait ramené à la maison dans ses bras, refusant de le lâcher même lorsque Sarah s'inquiétait de nourrir une autre bouche. « On arrive à peine à se nourrir, mon bébé », avait dit doucement Sarah. « Alors je partagerai ma nourriture avec lui », avait répondu Lily. « Il a besoin de moi, maman. » « Maman. Tout comme j'ai besoin de toi. » Sarah ne pouvait pas argumenter contre ça. Maintenant, Lily cassa le petit pain en 2 et tendit un morceau à Shadow. « Voilà, mon grand, mange lentement. D'accord, il faut que ça dure. » Shadow renifla le pain, puis leva les yeux vers Lily avec ses yeux marron profonds. Il ne mangea pas immédiatement. Il attendit. Lily gloussa. « Bête de chien, tu attends toujours que je mange en premier. » Elle prit une petite bouchée, mâcha lentement, et lui fit un signe de tête. « Tu vois, c'est à ton tour mais maintenant. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Shadow prit délicatement le pain de ses doigts, mâchant avec la même lenteur prudente. Sarah observait depuis l'entrée de la tente, les bras enroulés autour d'elle pour se protéger du froid. Son cœur était serré par une douleur qu'elle ne pouvait nommer. Sa fille avait 6 ans, dormait sous une autoroute, partageant des miettes avec un chien errant. Et pourtant, Lily souriait comme si le monde entier lui appartenait. « Maman, tu peux chanter la chanson ?» demanda Lily, tirant Shadow sur ses genoux. Sarah rampa à l'intérieur de la tente et enroula ses bras autour d'eux deux. « Laquelle, mon bébé? » « Celle de la lune. » Sarah prit une profonde inspiration et commença à chanter doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Chut, petit bébé, ne dis pas un mot. » Lily se blottit contre la poitrine de sa mère, ses yeux devenant lourds. Shadow se recroquevilla contre son ventre, son petit corps fournissant la chaleur qu'il pouvait. « Maman, » murmura Lily, endormie. « Oui, ma chérie. »« Demain, quand tu trouveras un travail, est-ce que Shadow pourra venir avec nous? » Sarah embrassa le sommet de la tête de sa fille. « Shadow va où tu vas, mon bébé. Toujours. » Lily sourit et ferma les yeux. En quelques minutes, sa respiration se régularisa. Les yeux de Shadow se fermèrent. La petite famille dériva vers le sommeil, se tenant l'un à l'autre contre le monde froid et cruel. Mais ils n'étaient pas seuls. À 60 mètres de là, cachés dans l'ombre d'une rue adjacente, une camionnette blanche était garée, moteur éteint. 2 hommes observaient le passage souterrain avec des jumelles. « C'est eux », murmura l'un d'eux dans un téléphone. Une femme et une enfant, jeune, blonde, yeux bleus. Une voix crépita dans le haut-parleur. « Parfait. Agissez à 11 heures. Faites ça proprement. » La ligne se coupa. À l'intérieur de la tente, Lily rêvait de jours ensoleillés dans des champs verts où elle pourrait courir avec Shadow pour toujours. Elle ne savait pas que dans 3 heures, son monde allait voler en éclats. Le cauchemar commença à exactement 11h07 du soir. Lily était plongée dans ses rêves, courant dans des champs dorés avec Shadow, riant alors que le soleil réchauffait son visage. Sa mère était là aussi, portant une jolie robe au lieu de la veste usée qu'elle portait toujours. Ils étaient heureux. Ils étaient en sécurité. Ils étaient à la maison, puis la lumière est venue, dure, aveuglante, traversant la bâche bleue comme une lame. Les yeux de Sarah s'ouvrirent en premier.
Son corps reconnut le danger avant que son esprit ne puisse le traiter. Le grondement d'un moteur, le crissement des pneus sur le gravier, le balayage des phares peignant leur petit abri d'un blanc froid et clinique. « Lily, murmura Sarah, déjà en mouvement. « Lily, réveille-toi maintenant. » La fillette de 6 ans s'agita, confuse. « Maman, c'est le matin? » « Chut, ne parle pas. Accroche-toi à moi. » Shadow était déjà sur ses pattes, son petit corps rigide, les oreilles plaquées contre son crâne. Un grognement sourd gronda de sa poitrine, un son trop féroce pour une si petite créature. Les portes de la camionnette s'ouvrirent violemment. 4 silhouettes émergèrent. Masque noir, gants noirs, se déplaçant avec la précision d'hommes qui avaient fait cela de nombreuses fois. Sarah attrapa Lily et courut. Elle ne savait pas où. Il n'y avait nulle part où aller. Le passage souterrain était un piège. Des murs de béton sur 3 côtés et les hommes bloquant le 4e. Mais l'instinct lui hurlait de bouger, de se battre, de faire n'importe quoi sauf les laisser prendre sa fille. « À l'aide !» cria Sarah dans la nuit vide. « Quelqu'un, aidez-nous !» Sa voix résonna contre les piliers de béton et mourut dans l'obscurité. Personne n'entendit. Personne ne vint. Les hommes se déplacèrent plus vite. Le premier atteignit Sarah en 3 pas. Une main massive attrapa ses cheveux, la tirant en arrière. Elle cria et se tordit, griffant son bras, mais il était trop fort. « Maman !» hurla Lily. Shadow explosa en action. Le chiot se jeta sur l'agresseur le plus proche, ses petites mâchoires se refermant sur la cheville de l'homme avec toute la force que son petit corps possédait. Il mordit plus profondément, plus fort, secouant la tête comme un animal sauvage. L'homme hurla de douleur. « Enlevez-moi cette chose !» Il donna un coup de pied violent. Sa botte heurta les côtes de Shadow, envoyant le chiot voler dans les airs. Shadow heurta le pilier de béton avec un bruit sourd et écœurant et s'effondra au sol. « Shadow !» cria Lily. Le chiot ne bougeait pas. Sarah se battit plus fort, rendue folle par la vue du compagnon de sa fille, gisant immobile sur le sol froid. Elle griffa, mordit, donna des coups de pied, n'importe quoi pour se libérer, n'importe quoi pour protéger son enfant. Un poing heurta sa tempe. Le monde explosa en blanc, puis en noir. Sarah s'effondra, inconsciente, avant même de toucher le sol. « Maman! Maman! » Lily se débattit contre les bras qui l'attrapaient, ses petits poings martelant inutilement la poitrine de l'homme masqué. Les larmes coulaient sur son visage. La mauve coulait de son nez. Ses cris déchiraient la nuit comme du verre brisé. « Faites la terre !» ordonna l'un des hommes. Une main se plaqua sur la bouche de Lily. Elle la mordit. L'homme jura mais ne la lâcha pas. Ils traînèrent d'abord le corps inerte de Sarah vers la camionnette, la jetant à l'intérieur comme un sac de déchets. Puis ils vinrent chercher Lily. Alors que l'homme la soulevait du sol, Lily aperçut un mouvement près du pilier de béton. Shadow, le chiot bougeait à peine. Ses pattes tremblaient alors qu'il essayait de se lever. Du sang collait de la fourrure sur son flanc. Un œil était fermé par l'enflure, mais il était vivant. Il la regardait droit dans les yeux. À ce moment, Lily comprit quelque chose avec une clarté bien au-delà de ses 6 ans. Elle ne pouvait pas se sauver. Elle ne pouvait pas sauver sa mère. Mais peut-être, juste peut-être, Shadow pourrait trouver quelqu'un qui le pourrait. Elle mordit la main qui couvrait sa bouche aussi fort qu'elle le pouvait. L'homme la retira avec une malédiction et Lily cria les mots les plus importants de sa vie. « Shadow, cours! Trouve de l'aide! Trouve quelqu'un, s'il te plaît! » Les oreilles du chiot se dressèrent. « Vas-y, Shadow, vas-y! » Un homme masqué repéra le chien et se jeta sur lui. « Attrapez ce bâtard! » Mais Shadow était déjà en mouvement, boitant, saignant, brisé, mais en mouvement. Il se faufila à travers une brèche dans la clôture qu'aucun humain ne pouvait suivre et disparut dans l'obscurité au-delà. La dernière chose que Lily vit avant que les portes de la camionnette ne se referment fut un éclair de fourrure noire et feu disparaissant dans la nuit. Puis il n'y eut que l'obscurité. À l'intérieur de la camionnette, Lily se blottit contre le corps inconscient de sa mère, sanglotant en silence. Le moteur rugit. Le véhicule commença à bouger, les emportant loin de tout ce qu'elle connaissait. Mais dehors, dans la nuit froide de Chicago, un chiot berger allemand de 4 mois se tenait sur des pattes tremblantes. Du sang coulait de sa bouche. La douleur irradiait dans son petit corps à chaque respiration. Il pouvait à peine marcher.
Il pouvait à peine voir. Chaque instinct lui disait de se coucher, de se reposer, de survivre. Mais la voix de Lily résonnait dans sa tête. Trouve de l'aide, trouve quelqu'un. Shadow se tourna vers les lumières lointaines de la ville, et il commença à courir. Non pas pour fuir le danger, mais vers lui. Parce que quelque part là-bas, quelqu'un devait écouter. Quelqu'un devait suivre. Quelqu'un devait être assez courageux pour sauver la petite fille qui l'avait sauvée. Shadow courut dans la nuit, portant de l'espoir sur quatre pattes brisées. Le VUS noir roulait dans les rues désertes de Chicago, ses phares fendant l'obscurité comme des lames jumelles. À l'intérieur, Marcus Blackwell était assis sur le siège passager, les yeux fixés sur la petite ombre qui boitait devant eux. Tony Russo conduisait lentement, prudemment, gardant le rythme du chiot blessé. Aucun des deux hommes ne parlait. Les seuls sons étaient le bourdonnement du moteur et le gémissement occasionnel qui revenait par la fenêtre entr'ouverte. Shadow se déplaçait avec une détermination désespérée. Tous les 100 mètres environ, il s'arrêtait, se retournait et attendait de voir le VOS toujours derrière lui. Ce n'est qu'alors qu'il continuait, ses petites pattes le portant en avant malgré la douleur qui devait hurler dans son corps. Marcus observait ce rituel se répéter encore et encore. S'arrêter, vérifier, continuer, s'arrêter, vérifier, continuer. Ce n'était pas une errance aléatoire. Ce n'était pas un chien errant confus cherchant de la nourriture. C'était un but. C'était une mission. C'était une créature qui savait exactement où elle allait et refusait de s'arrêter avant d'y être arrivée. Le téléphone de Marcus vibra dans sa poche. Il jeta un coup d'œil à l'écran. « Derek Morrison », il répondit. « Quoi, patron? Où êtes-vous? » La voix de Derek était tendue, irritée. « La réunion avec la famille Castellano est dans 2 heures. Nous devons finaliser les détails de la cargaison. Ce contrat vaut 3 millions de dollars. » Marcus regarda Shadow trébucher, se rattraper et continuer à avancer. « Reportez-la. » Silence à l'autre bout du fil. « Reporter », répéta Derek, l'incrédulité dégoulinant de chaque syllabe. « Patron, les Castellanos n'aiment pas attendre. Cela pourrait nuire à la relation. Nous construisons ce contrat depuis 6 mois. » « J'ai dit, reportez-la. »« Mais tu es sourd, Derek. » La voix de Marcus baissa à ce registre dangereux qui faisait trembler les hommes les plus endurcis. « J'appellerai Castellano moi-même pour reprogrammer. Occupe-toi de ta partie. Ne m'appelle plus ce soir. » Il raccrocha avant que Derek ne puisse répondre. Tony jeta un coup d'œil, un sourcil levé. « Le contrat Castellano est énorme, patron. 3 millions, ce n'est pas une blague. L'argent va et vient. » « Depuis quand? » Marcus ne répondit pas. Tony essaya à nouveau, sa voix prudente mais curieuse. « Si vous me permettez de demander, depuis quand vous souciez-vous des chiens errants? » La question resta en suspens dans l'air comme de la fumée. La mâchoire de Marcus se contracta. Ses yeux ne quittèrent jamais la petite silhouette qui boitait devant eux, ce petit corps avançant contre toute attente. « Conduis, Tony! » Le VUS s'engagea sur une route plus sombre, laissant les rues principales derrière lui. Les bâtiments ici étaient plus anciens, plus délabrés. Des usines abandonnées s'élevaient comme des pierres tombales contre le ciel nocturne. Des graffitis couvraient chaque surface. Les lampadaires avaient cessé de fonctionner depuis longtemps. C'était la partie oubliée du sud de la ville, la partie où les gens disparaissaient et où personne ne posait de questions. Shadow tourna brusquement, passant par une brèche dans une clôture en maille de chaîne. Marcus montra du doigt et Tony suivit, manœuvrant le VUS sur une étroite route de service qui longeait l'autoroute Interstate 80Z. L'autoroute se dressait au-dessus d'eux, un monstre de béton transportant des rivières de lumière rouge et blanche. Mais en dessous, dans les ombres où les lampadaires ne pouvaient pas atteindre, tout était calme, trop calme. Shadow s'arrêta. Le chiot se tenait au bord d'une clairière en béton sous le viaduc. Son petit corps tremblait. Il se retourna vers le VOS, poussa un unique cri plaintif, puis boita en avant dans l'obscurité. Marcus était sorti de la voiture avant même que Tony ne puisse se garer. Ses chaussures chères heurtèrent le trottoir fissuré. L'air froid remplit ses poumons. L'odeur le frappa immédiatement. Quelque chose de métallique, de vif, de mauvais, du sang. Il avança, ses yeux s'habituant à l'obscurité. Tony se mit à ses côtés, une main reposant sur l'arme sous sa veste. Ce qu'ils trouvèrent fit s'arrêter net les 2 hommes. Une tente de fortune gissait en ruine. La bâche bleue avait été arrachée.
Elle formait maintenant un tas froissé sur le sol. Des boîtes en carton étaient éparpillées partout, écrasées et mises de côté. Un mince matelas de journaux était retourné, son contenu se déversant sur le béton. Des signes de lutte couvraient chaque surface. Des traces de traînées dans la terre. Des marques de frottement de plusieurs bottes. Une chaussure de femme abandonnée près du pilier du viaduc. Une veste d'enfant, petite et rose, piétinée et sale. Et là, au centre du chaos, du sang. Pas beaucoup, mais assez. Une flaque près du pilier de béton, déjà en train de sécher en un brun foncé. De plus petites gouttes menant là où des traces de pneus marquaient le sol. Shadow boita jusqu'à la flaque de sang et se coucha à côté. Il pressa son nez contre la tache et émit un son que Marcus n'avait jamais entendu d'aucun animal. Une plainte, un gémissement de deuil, le son d'un cœur qui se brise. Marcus s'accroupit lentement, ses yeux balayant chaque détail. Le professionnel en lui cataloguait déjà les preuves, reconstruisant la scène. Mais sous cette analyse froide, quelque chose d'autre s'agitait. Quelque chose de chaud, de colérique, quelque chose qui avait été enterré pendant 30 ans. Tony rompit le silence en premier. « Patron, que s'est-il passé ici? » Marcus se leva. Son visage était de pierre, ses yeux étaient de feu. « Quelqu'un a été enlevé, » dit-il doucement. « Quelqu'un qui vivait ici, quelqu'un que ce chien essayait de protéger. » Il baissa les yeux sur Shadow, toujours couché près de la tache de sang, pleurant toujours son cri silencieux et brisé. Et nous allons découvrir qui. Marcus Blackwell se déplaçait dans le campement détruit avec la précision d'un prédateur. Ses yeux balayaient chaque surface, chaque ombre, chaque morceau brisé de cette vie fracassée. Il avait déjà vu des scènes de crime, plus qu'il ne pouvait en compter. Mais quelque chose dans celle-ci lui glaçait le sang. Ce n'était pas un vol. Ce n'était pas une attaque aléatoire. C'était une chasse. Il s'accroupit d'abord près des traces de pneus, pressant ses doigts dans les rainures. « Véhicule lourd », murmura-t-il. « Camionnette ou petit camion, au moins 1 tonne, peut-être plus. » Ses yeux suivirent les traces en arrière, lisant l'histoire qu'elle racontait. « Entrez rapidement. » Garé ici, parti en hâte. Tony montait la garde près du vieux as, sa main reposant sur son arme rengainée, les yeux balayant l'obscurité. « Vous lisez ça comme dans un livre, patronne. Parce que c'en est un. » Marcus se leva et se dirigea vers les empreintes de pas éparpillées sur le béton. 4 hommes, peut-être 5. Bottes de style militaire, taille 44 ou 45. Ils se sont déployés pour encercler la zone avant d'intervenir. Il montra les marques de frottement près de la tente. Les victimes ont essayé de fuir, ont parcouru environ 3 mètres avant d'être rattrapés. Sa mâchoire se contracta. « Les victimes », répéta-t-il doucement. Au pluriel. Shadow gémit soudainement d'un coin sombre près du pilier du viaduc. Le chiot grattait frénétiquement le sol. Ses petites pattes creusaient dans la terre et les débris. Marcus s'approcha et s'accroupit à côté de lui. « Qu'as-tu trouvé, mon grand? » Le chiot recula, révélant ce qu'il avait déterré. Un ours en peluche, petit, marron, avec un œil bouton manquant. Sa fourrure était emmêlée de terre et de quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui serra l'estomac de Marcus. Du sang. Tony le ramassa avec précaution, le retournant dans ses mains. Il y a du sang dessus, mais pas beaucoup. Des éraflures, peut-être. Rien de mortel. Marcus prit l'ours, le tenant dans ses mains cailleuses. Il était minuscule, fragile, le genre de jouet qu'un jeune enfant emporterait partout, avec lequel il dormirait, qu'il refuserait de laisser derrière lui. Mais il avait été laissé derrière, ce qui signifiait que son propriétaire n'avait pas eu le choix. « Un enfant », dit Marcus, sa voix plate. « Ils ont pris un enfant. » Shadow se pressa contre la jambe de Marcus, son petit corps tremblant. Le chiot leva les yeux vers l'ours en peluche avec des yeux pleins de chagrin. Comme s'il le reconnaissait, le pleurait. Marcus rangea soigneusement l'ours dans la poche de son manteau. Il continua à chercher, ses yeux captant chaque détail que l'obscurité essayait de cacher. Près des restes de la tente, à moitié enfouie sous une boîte en carton écrasé, quelque chose de blanc attira son attention. Un morceau de papier, froissé, sale, mais encore lisible. Marcus le lissa sous la faible lueur de la lune. C'était un prospectus, imprimé à bas prix, du genre distribué au coin des rues aux personnes trop désespérées pour poser des questions. « Emploi bien rémunéré pour les femmes », criait le titre. « Aucune expérience requise.
logement fourni, une vie meilleure vous attend. En bas, un numéro de téléphone, poste d'adresse, pas de nom d'entreprise. Marcus avait déjà vu des prospectus comme celui-ci. Chaque chef de la criminalité dans chaque ville savait ce qu'il signifiait. Trafic d'êtres humains. Ses mains se mirent à trembler. Pas de peur, de rage. Patron. Tony s'approcha, l'inquiétude dans la voix. Qu'est-ce que c'est? Marcus brandit le prospectus, ses yeux brûlants d'une fureur qui fit même reculer Tony d'un pas. Quelqu'un dirige un réseau de trafic, dit Marcus lentement, chaque mot tombant comme une pierre dans l'eau calme. Sur mon territoire, ils prennent des femmes, des enfants. Il froissa le prospectus dans son poing. C'est le sud de la ville, mon sud. Je contrôle tout ce qui se passe ici. La drogue, les armes, l'argent, tout passe par moi. Il se tourna pour faire face à Tony, et le regard dans ses yeux était quelque chose que Tony n'avait jamais vu auparavant. Pas en 15 ans de service. Mais il y a des limites que je ne franchis pas. Des limites que personne ne franchit. Pas ici. Jamais. Tony hocha lentement la tête. Trafic d'êtres humains. Trafic d'êtres humains, confirma Marcus. J'ai tué des hommes pour moins que ça. J'ai incendié des entreprises pour m'avoir contrarié. Mais ça, il désigna le campement détruit. Les taches de sang, le petit ours en peluche dans sa poche. C'est autre chose. C'est chasser les sans-défense. C'est vendre des hommes. Shadow poussa un hurlement bas et plaintif. Marcus baissa les yeux sur le chiot brisé à ses pieds. Cette petite créature avait traversé l'enfer pour trouver de l'aide, avait saigné et souffert et refusé d'abandonner. Parce que quelque part là-bas, une petite fille attendait. Une petite fille qui croyait que son chien la sauverait. Marcus prit une décision à ce moment-là. Une décision qui allait tout changer. Tony, appelle tout le monde. Chaque soldat, chaque contact, chaque atout que nous avons. Je veux que tout ce territoire soit retourné. Qu'est-ce qu'on cherche? Marcus commença à retourner vers le VUS, Shadow boitant fidèlement à ses côtés. Nous cherchons ceux qui ont fait ça. Et quand nous les trouverons, il fit une pause à la portière de la voiture, sa main reposante sur la poignée. Nous allons leur faire regretter d'être nés. À 24 kilomètres de l'endroit où Marcus Blackwell faisait son vœu, une autre sorte d'obscurité se rassemblait dans un entrepôt abandonné à la périphérie de Cicero. Le bâtiment avait autrefois été un abattoir. Maintenant, c'était bien pire. Ses fenêtres étaient barricadées. Ses portes étaient renforcées d'acier. Des caméras de sécurité surveillaient chaque angle. Des gardes armés patrouillaient le périmètre avec des armes automatiques cachées sous leur manteau. De l'extérieur, cela ressemblait à une autre ruine oubliée dans le cimetière industriel de Chicago. De l'intérieur, c'était une prison. Victor Koslov se tenait au centre de l'étage principal, inspectant sa marchandise avec la satisfaction froide d'un homme d'affaires comptant son inventaire. 45 ans, bâti comme un ours, avec un crâne rasé et une cicatrice qui courait de son oreille gauche à son menton. Ses yeux étaient de la couleur de la glace sale, pâle, vide, sans la moindre trace d'humanité. Il était arrivé d'Amérique de Moscou il y a 20 ans, avec rien d'autre que de l'ambition et la volonté de faire ce que les autres ne feraient pas. Maintenant, il dirigeait l'une des plus grandes opérations de trafic d'êtres humains de la côte Est. Femmes, enfants. Cela n'avait pas d'importance pour Victor. Ils n'étaient que des produits, des marchandises à acheter et à vendre. Ce soir, 12 de ces produits étaient blottis contre le mur du fond, leurs poignets liés par des serre-câbles, leurs chevilles enchaînées à des anneaux métalliques boulonnés dans le sol en béton. 8 femmes, de l'adolescente à la femme d'âge moyen. 4 enfants, le plus jeune n'ayant pas plus de 5 ans. Tous terrifiés, tous brisés, tous attendant un sort pire que la mort. Victor marchait lentement le long de la ligne, examinant chacun d'eux comme un fermier inspectant son bétail. Il s'arrêtait de temps en temps, relevant un menton, vérifiant les dents, évaluant la valeur. « Cette cargaison part pour le Mexique demain soir », annonça-t-il dans un anglais fortement accentué. « Notre acheteur veut des produits sains. Vérifiez chacun d'eux. Tout dommage, toute maladie, rapportez-le-moi immédiatement. » Ces lieutenants s'exécutèrent. Dans le coin le plus éloigné, pressé contre le mur de béton froid, Sarah Carter tenait sa fille aussi fermement que ses mains liées le permettaient. Le visage de Lily était enfoui dans la poitrine de sa mère,
son petit corps secoué de sanglots silencieux. « Maman, » murmura Lily, sa voix à peine audible. « Shadow trouvera quelqu'un pour nous aider. N'est-ce que pas? Il arrive. Je sais qu'il arrive. » Le cœur de Sarah se brisa en 1000 morceaux. Elle avait vu le chiot être projeté contre ce pilier de béton. Elle l'avait vu gisant immobile sur le sol. Elle ne savait même pas si Shadow était en vie, et encore moins capable de trouver de l'aide dans une ville de 3 millions d'habitants. Mais elle ne pouvait pas dire ça à Lily. « Shadow est très intelligent, mon bébé, » murmura Sarah en retour, sa voix se brisant. « Il t'aime tellement. Il fera tout ce qu'il peut. » Promis, Sarah pressa ses lèvres contre les cheveux sales de sa fille. « Je te le promets. » Des pas lourds s'approchèrent. Sarah leva les yeux pour voir Victor Kozlov debout au-dessus d'eux, ses yeux de glace fixés sur Lily avec une expression qui glaça le sang de Sarah. « eh bien, murmura Victor en s'accroupissant pour regarder de plus près. « Qu'avons-nous là? » Lily se pressa plus profondément dans les bras de sa mère. Gémissant, Victor tendit la main et attrapa le menton de Lily, forçant son visage à se relever. Ses doigts rugueux tournèrent en sa tête à gauche, puis à droite, l'examinant comme un bijou. « Yeux bleus, » dit-il doucement. « Cheveux blonds naturels, jeunes, en bonne santé. » Un lent sourire se répandit sur son visage balafré. Il y a des acheteurs qui perdent des prix élevés pour ce type. Très élevés. La peur de Sarah explosa en rage. « Ne la touchez pas, » cria-t-elle en se jetant en avant malgré ses chaînes. « Ce n'est qu'une enfant, elle a 6 ans. S'il vous plaît, prenez-moi à la place. Faites ce que vous voulez de moi, mais laissez-la tranquille. » Le sourire de Victor disparut. Sa main bougea si vite que Sarah ne la vit même pas venir. Le revers de la main la frappa au visage, faisant basculer sa tête sur le côté, en voyant des étoiles exploser devant ses yeux. Elle s'effondra contre le béton, le sang coulant de sa lèvre fendue. « Maman !» hurla Lily. Victor se leva, ajustant calmement sa veste. La mère est trop vieille, trop usée, pris de baie seulement. Il montra Lily du doigt. Mais la fille, séparez-la. Chambre privée. Gardez-la propre et intacte. Je passe un appel spécial ce soir. Non. Sarah lutta pour se relever, ses chaînes cliquetant. Non, s'il vous plaît. Pas ma fille. S'il vous plaît. 2 gardes attrapèrent Lily, l'arrachant des bras de Sarah. « Maman, ne les laisse pas me prendre. » Lily donna des coups de pied et cria, ses petites poings martelant inutilement les hommes qui la portaient. Sarah se débattit contre ses chaînes avec la force de la folie, le métal lui coupant les poignets jusqu'à ce que le sang coule sur ses mains. « Lily, je te trouverai. Maman arrive. Je te trouverai. » Les gardes traînèrent Lily à travers une porte métallique à l'autre bout de l'entrepôt. Ses cris résonnèrent dans les couloirs de béton, s'affaiblissant à chaque seconde qui passait. Puis la porte claqua et il n'y eut que le silence. Sarah s'effondra sur le sol froid, son corps convulsé de sanglots. Les autres prisonnières détournèrent le regard, incapables de regarder, hantés par leur propre perte, leur propre séparation, leur propre cœur brisé. Victor Kozlov sortit son téléphone et composa un numéro. « C'est moi, dit-il en russe. J'ai quelque chose de spécial. Jeune fille, 6 ans, blonde, yeux bleus, américaine. Commencez les enchères à 200 000. J'attends des offres d'ici demain matin. » Il raccrocha et s'éloigna, oubliant déjà la mère qui criait sur le sol derrière lui. Dans une petite pièce à l'arrière de l'entrepôt, Lily Carter était assise seule dans l'obscurité. Pas de fenêtre, pas de lumière, juste 4 murs de béton et une porte en acier verrouillée. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et enroula ses bras autour d'eux. Et elle murmura dans l'obscurité, « Shadow, s'il te plaît, trouve-moi. » À 4 heures du matin, la salle privée au-dessus du Black Crown était remplie des hommes les plus dangereux du sud de la ville. Marcus Blackwell se tenait à la tête de la longue table, sa présence imposant un silence absolu. Autour de lui étaient assis 6 de ses lieutenants régionaux, des hommes qui contrôlaient différents secteurs de son empire. Drogue, armes, protection, jeux d'argent, chacun d'eux un tueur à part entière. Chacun d'eux loyal à Marcus par-dessus tout. Du moins, c'est ce qu'il croyait.
Shadow était recroquevillé aux pieds de Marcus, son corps blessé se reposant enfin après le long voyage. Mais même dans son état d'épuisement, les oreilles du chiot restaient alertes, tressaillant à chaque son, chaque mouvement. Derek Morrison était assis à l'autre bout de la table, essayant de paraître calme, mais ses doigts tambourinaient sur le bois. Ses yeux se dardaient trop souvent vers la porte. De petits signes que la plupart des gens manqueraient. Marcus ne manquait rien. Je vous ai appelé ici parce que quelque chose s'est passé ce soir sur mon territoire, commença Marcus, sa voix basse et contrôlée. Quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Quelqu'un dirige une opération de trafic d'êtres humains dans le sud. Des femmes et des enfants sont enlevés, vendus. La tension monta dans la pièce. Je veux savoir qui, continua Marcus. Je veux savoir où et je veux savoir comment cela a pu se produire sans qu'aucun de vous ne le remarque. Il laissa l'accusation flotter dans l'air. Les lieutenants s'agitèrent, mal à l'aise. Le trafic était une mauvaise affaire, non pas par moralité, mais parce qu'il attirait l'attention fédérale. Le FBI, la sécurité intérieure, toutes les agences que le monde criminel normal s'efforçait d'éviter. Patron, dit Frankie Duca, qui dirigeait le commerce des armes. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Le trafic n'est pas notre affaire. Nous ne traitons pas avec ces gens. Moi non plus, ajouta Marco Santini des opérations de jeu. Si quelqu'un déplace ce genre de produit sur notre territoire, il le fait discrètement. Un par un, les lieutenants secouèrent la tête. Aucune connaissance, aucune rumeur, rien. Les yeux de Marcus balayèrent la table, se posant finalement sur Derek. Derek, tu gères les réseaux de transport, les camions, les entrepôts. Si quelqu'un déplace des gens dans le sud, il aurait besoin de véhicules, de routes, de stockage. As-tu entendu quelque chose? Les doigts tambourinants de Derek s'arrêtèrent. Non, patron, dit-il, rencontrant le regard de Marcus avec ce qui semblait être de la sincérité. Rien du tout, mais je vais mettre mes hommes dessus immédiatement. S'il y a une piste, nous la trouverons. À ce moment, la tête de Shadow se souleva du sol. Le chiot fixa directement Derek, et un grognement sourd et grondant sortit de sa gorge. Ses babines se retroussèrent, révélant de petites dents blanches. Chaque muscle de son petit corps se tendit avec une hostilité indubitable. Derek rit nerveusement. Ce chien ne m'aime vraiment pas. Non, dit Marcus tranquillement, observant l'interaction. Il ne t'aime pas. Le grognement continua jusqu'à ce que Tony se penche et caresse doucement la tête de Shadow, le calmant, mais les yeux du chiot ne quittèrent jamais Derek. Marcus nota cela. La deuxième fois ce soir que le chien réagissait à Derek avec une haine pure. Une fois pouvait être une coïncidence. 2 fois était un schéma. Voici ce qui va se passer, annonça Marcus. Toutes nos ressources sont consacrées à la recherche de ces trafiquants. Chaque informateur, chaque contact, chaque père Dieu dans la rue. Je veux que tout ce territoire soit retourné. Quelqu'un sait quelque chose. Quelqu'un sait toujours quelque chose. Il se pencha en avant, posant ses 2 mains sur la table. Vous avez 24 heures. Quiconque m'apporte des informations utiles sera généreusement récompensé. Quiconque était au courant et s'est tu. Il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Les lieutenants hochèrent la tête et commencèrent à se lever, mais le téléphone de Tony vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, puis leva les yeux avec un intérêt soudain. Patron, un de nos gars a trouvé quelque chose. Il y a une caméra de sécurité sur un entrepôt à environ 300 mètres du passage souterrain. Entreprise privée. Mais le propriétaire nous doit une faveur. Il est en train de récupérer les images. Marcus se redressa. De quand? Ce soir, la caméra couvre la route menant au viaduc. Si ces salauds sont passés devant, alors nous avons leur visage, leur véhicule. Marcus se dirigea vers la porte. Allons-y. Les lieutenants sortirent. Chaque homme passait déjà des appels, mobilisant les réseaux, faisant passer le mot. En moins d'1 heure, chaque dealer de rue, chaque guetteur, chaque personne connectée du sud de la ville saurait que Marcus Blackwell était à la chasse. Et quand Marcus chassait, les gens étaient retrouvés. Derek s'attarda près de la porte, regardant Marcus partir. Quand la pièce fut enfin vide, il sortit son téléphone et envoya un unique message texte. Il cherche, agissez prudemment. 3 points apparurent, puis une réponse. Compris. La cargaison part demain. Il ne les trouvera pas à temps.
Derek supprima la conversation et rangea son téléphone. Ses mains étaient maintenant stables. Il avait trahi Marcus pendant 3 ans sans se faire prendre. Il n'allait pas se faire prendre maintenant, mais alors qu'il sortait dans le couloir, il ne remarqua pas la petite ombre qui le suivait. Shadow regarda Derek partir, ses yeux marrons remplis de quelque chose de bien plus profond que l'instinct animal. Le chiot se souvenait des bottes, de l'odeur, des hommes qui avaient pris sa famille, et il n'oublierait jamais. Les images de sécurité étaient en cours de traitement. Les lieutenants mobilisèrent leur réseau. Tout le sud de la ville se réveillait pour la chasse, mais Marcus Blackwell était assis seul dans son bureau, incapable de bouger. La pièce était sombre, à l'exception d'une seule lampe de bureau qui jetait une lumière jaune sur des piles de papier et des verres de whisky intacts. Le bruit du club en bas s'était estompé. Même la ville à l'extérieur semblait retenir son souffle. Shadow était recroquevillé aux pieds de Marcus, son petit corps se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration épuisé. Le chiot avait refusé de le quitter depuis leur retour du passage souterrain, comme s'il comprenait que Marcus avait besoin de lui, comme s'il savait ce qui se passait dans le cœur de l'homme. Marcus fixa le tiroir inférieur de son bureau. Il ne l'avait pas ouvert depuis des années, ne s'était pas permis de regarder à l'intérieur. Certaines blessures étaient trop profondes pour être touchées, trop douloureuses pour être rappelées. Mais ce soir, les blessures saignaient à nouveau. Sa main bougea sans pensée consciente. Le tiroir s'ouvrit et elle était là, enfouie sous de vieux documents et des dossiers oubliés. Une photographie, délavée, froissée, les bords usés par des années de manipulation avant que Marcus ne l'enferme. Sur la photo, une jeune femme souriait à l'appareil. Elle était belle, cheveux noirs, yeux chaleureux, un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Dans ses bras, elle tenait un petit garçon, peut-être 6 ou 7 ans. Le garçon riait, son visage pressé contre sa joue, ses petites mains enroulées autour de son cou. Marcus toucha la photographie avec des doigts tremblants. « Chum, maman », murmura-t-il. Le mot semblait étranger sur ses lèvres. Il ne l'avait pas prononcé depuis 30 ans. Les souvenirs revinrent en force, comme des flots brisant une digue. Il avait de nouveau 7 ans, debout dans la cuisine de leur petit appartement du West Side. Sa mère préparait le dîner, fredonnant une chanson dont il ne se souvenait plus. Son père était dans la pièce voisine et en réunion avec des hommes qui parlaient à voix basse et sérieuse. Son père était Anthony Blackwell, pas un grand patron, mais un patron respecté. Un homme qui dirigeait des rackets de protection et de petites opérations de jeu, un homme qui subvenait aux besoins de sa famille par des moyens que la loi n'approuvait pas. Mais Anthony avait des principes, des limites qu'il ne franchirait pas, et l'une de ces limites l'avait fait tuer. Les hommes sont venus la nuit, tout comme ils sont venus pour Lily et Sarah. Marcus se souvint du fracas de la porte d'entrée. Des cris, sa mère le poussant dans un placard, le suppliant de rester silencieux, de ne pas faire de bruit, quoi qu'il entende. Il se souvint d'avoir regardé à travers les lattes des étrangers attraper sa mère, alors qu'elle se débattait, griffait et criait son nom. Il se souvint de son père faisant irruption avec une arme, tirant 2 fois avant d'être abattu, regardant la lumière quitter les yeux de son père, alors qu'il s'effondrait à 1 mètre de la porte du placard. Il se souvint de sa mère traînée au loin, criant toujours, tendant toujours la main vers le placard où son fils se cachait. « Marcus, Marcus, aide-moi, que quelqu'un m'aide. » La porte claqua, un moteur rugit, puis le silence. Marcus, 7 ans, était resté dans ce placard pendant 6 heures, trop terrifié pour bouger, trop brisé pour pleurer. Quand la police est finalement arrivée, ils l'ont trouvé recroquevillé dans un coin, tremblant, incapable de parler. Ils n'ont jamais retrouvé sa mère. Marcus a grandi dans des familles d'accueil, dans des centres de détention pour mineurs, dans la rue. Le système l'a mâché et recraché, plus dur, plus froid, plus méchant qu'avant. À 20 ans, il avait commencé à construire son propre empire. À 30 ans, il contrôlait le sud de la ville. À 35 ans, il était le chef de la criminalité le plus puissant de Chicago. Mais peu importe le pouvoir qu'il gagnait, peu importe le sang qu'il versait, il ne pouvait jamais effacer cette nuit. Ne pouvait jamais sauver la femme qui avait tout sacrifié pour le cacher. Et il fit un vœu qu'il ne rompit jamais. Il ne toucherait jamais au trafic d'êtres humains. Il ne deviendrait jamais le monstre qui avait détruit sa famille. La photographie tremblait dans ses mains. Shadow leva la tête, sentant le changement d'énergie de Marcus,
le chiot gémit doucement et posa son menton sur la cuisse de Marcus. Ses yeux marrons profonds le regardaient avec une compréhension qui semblait impossible pour une si jeune créature. Marcus posa la photographie et regarda le chien. « Tu sais quoi, mon grand ?» dit-il tranquillement, sa voix rauque de décennies de douleur enfouie. « Il y a 30 ans, il y avait quelqu'un d'autre qui avait besoin d'une âme courageuse pour courir chercher de l'aide. Quelqu'un qui avait besoin d'un héros assez petit pour se cacher, assez rapide pour s'échapper, assez loyal pour ne jamais abandonner. » La queue de Shadow remua faiblement. Mais personne n'est venu pour elle. Pas de chienne, pas de héros, personne. La mâchoire de Marcus se contracta. Ses yeux se durcirent en acier. « Ce soir, tu as couru à travers toute cette fichue ville pour trouver de l'aide. Tu ne t'es pas arrêté. Tu n'as pas abandonné. Tu m'as trouvé. » Il se pencha et caressa doucement la fourrure emmêlée du chiot. « Je n'ai pas pu sauver ma mère. J'étais trop petit, trop effrayé. » Il se leva lentement, sa grande taille projetant une longue ombre à travers la pièce. « Mais je ne suis plus petit. Je ne suis plus faible. Et j'en ai fini d'avoir peur. » Shadow se leva, la queue remuant plus fort maintenant, comme s'il comprenait chaque mot. Marcus se dirigea vers la fenêtre et regarda les lumières de la ville s'étendant vers l'horizon. Quelque part là-bas, une petite fille attendait. Une mère priait et des monstres comptaient leur argent. « Cette fois, ce sera différent, » dit Marcus à l'obscurité. « Cette fois, je les trouverai. » Il se retourna vers Shadow. « Et quand je le ferai, que Dieu vienne en aide à quiconque se mettra sur mon chemin. » Les images de sécurité sont arrivées à 5h47 du matin. Tony Russo apporta l'ordinateur portable dans le bureau de Marcus, son visage tendu par une urgence contrôlée. Shadow leva la tête du sol, instantanément alerte, comme s'il sentait que quelque chose d'important allait se produire. « On l'a, patron, » dit Tony en posant l'ordinateur portable sur le bureau. Le propriétaire de l'entrepôt a tenu parole. La caméra a tout filmé de 10h30 du soir à minuit. Marcus se pencha en avant pendant que Tony appuyait sur lecture. L'image était granuleuse en noir et blanc, mais assez claire pour voir ce qui comptait. L'horodatage indiquait 11h02 du soir lorsqu'une camionnette blanche est entrée dans le champ. Elle se déplaçait lentement, phare éteint, restant près des ombres. « Là, » montra Marcus, « zoom sur le côté. » Tony ajusta l'image. Le panneau latéral de la camionnette apparut, révélant un logo peint en lettres bleues délavées. Midwest Transport Solutions. Le sang de Marcus se glaça. Il connaissait cette entreprise, chaque camion, chaque entrepôt, chaque itinéraire qu'elle exploitait, car elle faisait partie de son organisation et appartenait à Derek Morrison. Tony vit la reconnaissance dans les yeux de Marcus. « Patron, je sais ce que vous pensez, mais ne le faites pas. » Marcus leva la main. « Il nous faut plus que ça. Un logo n'est pas une preuve. Derek est avec moi depuis 10 ans. Je ne vais pas le condamner sur un logo. » Mais même en disant ces mots, le doute s'insinua dans sa voix. Tony hocha lentement la tête. « Que voulez-vous faire? »« Amène-le ici. Dis-lui que je veux un rapport sur ses recherches. Reste décontracté. Ne lui dis pas pour les images. » Tony partit. Marcus se rassit dans son fauteuil, son esprit parcourant les possibilités. Derek avait accès au réseau de transport de toute la ville. Il connaissait les horaires, les itinéraires, les angles morts de la surveillance de Marcus. Si quelqu'un pouvait diriger une opération de trafic sous le nez de Marcus, ce serait lui. Mais pourquoi? L'argent. Derek était déjà riche, le pouvoir. Il avait plus d'autorité que n'importe qui, sauf Marcus lui-même. Qu'est-ce qui pouvait bien valoir la peine de trahir 10 ans de loyauté? La porte s'ouvrit. Derek Morrison y entra avec sa démarche confiante habituelle. Veste en cuir, montré en or, sourire facile, l'image d'un lieutenant de confiance faisant son rapport à son patron. « Vous vouliez me voir, patron? » demanda Derek en s'installant dans le fauteuil en face de Marcus. « J'ai mis mes hommes sur tous les contacts du... » Shadow explosa. Le chiot se jeta du sol avec une férocité qui semblait impossible pour sa taille. Ses dents s'enfoncèrent dans l'avant-bras de Derek avant que quiconque ne puisse réagir. Un grognement sauvage sortit de sa gorge alors qu'il secouait violemment la tête, déchirant la veste en cuir. « Quoi? » cria Derek en reculant brusquement. Il balança son bras sauvagement, essayant de se débarrasser du chien. « Enlevez-le! Enlevez-moi cette chose! » Shadow s'accrocha, ses petites mâchoires serrées, ses yeux flamboyants de haine pure.
Derek attrapa finalement le chiot par la peau du cou et le projeta à travers la pièce. Shadow heurta le mur avec un jappement et tomba sur le sol. Tony bougea instantanément, ramassant le chiot blessé avant que Derek ne puisse faire plus de dégâts. Shadow gémit mais continua de grogner, ses yeux ne quittant jamais le visage de Derek. Derek se leva, haletant, serrant son bras. Du sang suintait à travers le cuir déchiré. Ce chien est fou. Il devrait être abattu. Marcus n'avait pas bougé. Ses yeux étaient fixés sur Derek avec une intensité qui fit baisser la température de la pièce de 10 degrés. « Ce chien te déteste vraiment », dit Marcus tranquillement. Derek força un rire, bien que sa voix tremblât. « C'est juste un bâtard errant, patron. Il a probablement de la rage ou quelque chose comme ça. Il ne sait rien. » N'est-ce pas? La question resta en suspens dans l'air comme une lame. Le sourire de Derek vacilla une fraction de seconde. Une lueur de peur traversa ses yeux avant qu'il ne l'enterre sous une fausse confiance. « Écoutez, je ne sais pas quel est le problème de cet animal, mais je suis là pour aider à trouver ces trafiquants. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. » Marcus l'étudia un long moment. 10 ans de confiance, 10 ans de loyauté, 10 ans à croire que cet homme mourrait pour lui. Mais Shadow avait attaqué Derek 3 fois maintenant, chaque fois plus violemment que la précédente. « Fais soigner ton bras, » dit finalement Marcus, « puis retourne au travail. Je veux des résultats d'ici ce soir. » Derek hocha rapidement la tête, le soulagement se lisant sur son visage. « Absolument, patron. Je ne vous décevrai pas. » Il se tourna et sortit, fermant la porte derrière lui. Le silence remplit la pièce. Tony se tenait là, tenant Shadow, qui avait finalement cessé de grogner, mais restait tendu, les yeux toujours fixés sur la porte où Derek avait disparu. « Patron, » dit Tony prudemment, « je connais ce chien depuis moins de 6 heures, et je l'ai vu réagir à des dizaines de personnes ce soir. Il n'a grogné contre personne d'autre, ni les lieutenants, ni les gardes, ni même les étrangers dans la rue. » Marcus se leva et se dirigea vers l'endroit où se tenait Tony. Il tendit la main et caressa doucement la tête de Shadow. Le chiot se blottit contre sa main, se relaxant enfin. « Les chiens ne haïssent pas sans raison, » murmura Marcus. « Ils sentent des choses que nous ne pouvons pas. Ils se souviennent de choses que nous oublions. » Il regarda Tony. « Mettez Derek sous surveillance. Chaque appel téléphonique, chaque réunion, chaque pas qu'il fait. Je veux savoir où il va, à qui il parle, ce qu'il mange au petit déjeuner. » Tony hocha la tête. « Et si nous trouvons quelque chose? » Les yeux de Marcus se durcirent en glace noire. « Alors Derek Morrison apprendra ce qui arrive aux traîtres dans mon organisation. » Il baissa les yeux sur Shadow, qui le regarda avec ses yeux profonds et savants. « Ce chien est venu à moi pour une raison, et je commence à penser qu'il essaie de nous dire qui est l'ennemi depuis le début. » La pièce n'était pas plus grande qu'un placard. 4 murs de béton, une porte en métal sans poignée à l'intérieur, une seule ampoule suspendue à un fil effiloché, projetant une faible lumière jaune qui vacillait toutes les quelques secondes. Pas de fenêtre, pas de lit, juste un sol froid et dur et l'odeur de la rouille et de la peur. Lily Carter était assise dans le coin, ses genoux serrés contre sa poitrine, ses bras minces enroulés autour d'eux. La veste rose qu'elle portait avait disparu. Quelqu'un l'avait prise. Maintenant, elle ne portait que son t-shirt sale et son jean déchiré, grelottant de froid. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était là. Des heures, peut-être. Cela semblait une éternité. Les larmes avaient cessé de couler. Non pas parce qu'elle n'était plus triste, mais parce que son corps n'en avait plus. Ses yeux étaient gonflés. Sa gorge était à vif. Sa poitrine lui faisait mal d'un vide creux qu'elle était trop jeune pour comprendre. « Shadow » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Shadow, où es-tu » Le nom résonna contre les murs de béton et mourut en silence. Elle ferma les yeux et essaya de se souvenir. La chaleur de sa fourrure contre son ventre, la douceur de ses oreilles quand elle les frottait, la façon dont il léchait ses larmes chaque fois qu'elle pleurait, comme pour essayer d'emporter sa tristesse. Sous le pont, quand les nuits devenaient froides et que le vent traversait leurs minces couvertures, Shadow se blottissait contre elle. Son petit corps n'était pas grand-chose, mais il lui donnait tout ce qu'il avait, chaque once de chaleur, chaque battement de son petit cœur. « Tu m'as toujours tenu au chaud », murmura Lily. «
même quand tu avais froid, toi aussi. Un bruit à l'extérieur de la porte la fit sursauter. La serrure cliqua. Du métal racla contre du métal. La porte s'ouvrit. Lily se pressa plus profondément dans le coin, s'attendant à voir l'un des méchants hommes, s'attendant à la douleur. Au lieu de cela, une femme plus âgée entra. Cheveux gris, visage mince, yeux fatigués qui en avaient trop vu. Elle portait le même air d'épuisement et de peur que tous les prisonniers. La femme se déplaça lentement, prudemment, comme si elle avait peur d'effrayer un animal blessé. Elle s'agenouilla à quelques mètres de Lily et parla doucement. « Quel est ton nom, mon enfant? » Lily la fixa, incertaine. La femme n'avait pas l'air dangereuse. Elle avait l'air brisée, comme tout le monde dans cet endroit terrible. « Lily, » répondit-elle, sa voix à peine un murmure. « Je m'appelle Lily. » La femme hocha doucement la tête. « C'est un joli nom. »« Où est-ce ma maman? » demanda Lily, de nouvelles larmes menaçant de couler. « Ils l'ont emmenée. Je l'ai entendu crier. »« Ta mère est dans la pièce à côté de celle-ci, » dit la femme. « Elle est en vie. Elle s'inquiète pour toi. Mais elle est en vie. » Le soulagement inonda le petit corps de Lily. Maman était en vie. Maman était proche. « Je peux la voir? » La femme secoua tristement la tête. « Pas tout de suite, ma chérie, mais tu dois être forte pour elle. Peux-tu faire ça? » Lily renifla et s'essuya le nez avec le dos de sa main. « J'essaie. Je sais que tu essayes. » La femme hésita, puis demanda, « Y a-t-il quelqu'un qui te cherche? Quelqu'un qui pourrait t'aider? » Les yeux de Lily s'illuminèrent d'un feu soudain. « Shadow, dit-elle, mon chien, il cherche de l'aide en ce moment. Il est très courageux. Il s'est enfui quand les méchants sont venus. Mais pas parce qu'il avait peur. Il a couru pour trouver quelqu'un qui pourrait nous sauver. » La femme cligna des yeux. « Ton chien? » « Il est très intelligent, continua Lily, sa voix se renforçant. Il sait toujours quand quelque chose ne va pas. Il me protège toujours. Il trouvera quelqu'un. Je sais qu'il le fera. » La femme regarda la fillette de 6 ans avec un mélange de chagrin et d'émerveillement. Une telle fois. Une fois si impossible, si belle dans un monde qui ne lui avait donné que de la cruauté. « Je suis sûre qu'il le fera, » dit doucement la femme, bien que ses yeux disent autre chose. « Les chiens peuvent être très loyaux. »« Shadow est le plus loyal, » déclara Lily. « Il m'aime et je l'aime et l'amour trouve toujours un chemin. » La femme dut détourner le regard pour cacher les larmes qui se formaient dans ses yeux. La porte s'ouvrit à nouveau. Un garde cria quelque chose en russe. La femme se leva rapidement. « Je dois y aller maintenant, » dit-elle. « Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Sois forte pour ta mère. » Elle se glissa hors de la porte et la serrure se referma une fois de plus. Lily était de nouveau seule, mais cette fois, quelque chose était différent. Les mots de la femme lui avaient rappelé ce qu'elle savait déjà. Maman était en vie. Shadow cherchait. L'aide viendrait. Elle baissa les yeux sur le sol en béton poussiéreux et pressa son doigt contre lui. Lentement, soigneusement, elle commença à dessiner. D'abord 4 pattes, puis une queue, puis des oreilles pointues et un petit nez. Shadow. Elle traça sa forme encore et encore, ajoutant des détails de mémoire. La tache sur son oreille gauche, la courbe de sa queue quand il était heureux, la forme de ses yeux quand il la regardait avec tout cet amour. Quand elle eut terminé, elle s'assit et étudia son travail. « Tu arrives, » murmura-t-elle au dessin. « Je sais que tu arrives. » À l'extérieur de l'entrepôt, le soleil commençait à se lever sur Chicago. Un nouveau jour commençait, et quelque part à travers la ville, un petit chiot berger allemand, avec 4 pattes brisées, menait un homme dangereux de plus en plus près de la vérité. À 8 heures du matin, Marcus Blackwell avait mobilisé une armée. 50 hommes se sont rassemblés au sous-sol du Black Crown. Chacun armé, chacun prêt. C'étaient des soldats, des exécuteurs, des opérateurs de rue qui avaient prouvé leur loyauté par le sang et le silence. Quand Marcus appelait, ils venaient sans poser de questions. La pièce bourdonnait de tension alors que Marcus se tenait au centre. Une carte de Chicago était étalée sur la table devant lui. Des cercles rouges marquaient les lieux potentiels de trafic. Des lignes bleues traçaient les itinéraires de transport. Des épingles jaunes indiquaient les repères criminels connus. Shadow était assis au pied de Marcus, fraîchement pansé par un vétérinaire que Tony avait tiré du lit à 6 heures du matin. Les blessures du chiot étaient nettoyées, ses côtes bandées, sa force revenant lentement.
mais ses yeux restaient vifs, vigilants, en attente. Nous nous divisons en 5 équipes, annonça Marcus. 10 hommes chacune. Chaque entrepôt, chaque bâtiment abandonné, chaque trou de cette ville où quelqu'un pourrait cacher des prisonniers, nous les vérifions tous. Il assigna des secteurs, le nord, l'ouest, les zones industrielles, le front de mer, la banlieue sud. Les chefs d'équipe font un rapport toutes les 30 minutes. Si quelqu'un trouve quelque chose, signalez-le immédiatement. Pas de héros, pas de mouvement en solo. Les hommes hochèrent la tête. Derek Morrison s'avança, son bras bandé caché sous une veste fraîche. « Patron, j'ai posé des questions. La rumeur dit que Koslov opère principalement dans le nord, près des anciennes aciéries. C'est probablement là que nous devrions concentrer nos ressources. » Marcus le regarda. « Le nord a du sens, » continua Derek en douceur. « Zone isolée, accès facile aux autoroutes, parfait pour déplacer des produits sans être vu. » Les oreilles de Shadow s'aplatirent. Le chiot se leva et se mit à tirer sur la jambe du pantalon de Marcus. Pas vers le nord, pas vers les zones que Derek avait mentionnées. Au lieu de cela, il tirait vers le sud-ouest, son petit corps tremblant d'urgence. Marcus regarda le chien, puis se retourna vers Derek. Le chien n'est pas d'accord. Le sourire de Derek se crispa. « Patron, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est qu'un chien. Il ne comprend pas. » « Ce chien m'a conduit à une scène de crime au milieu de la nuit, » l'interrompit Marcus. « Ce chien m'a trouvé à travers toute une ville quand personne d'autre ne le pouvait. Ce chien m'a donné plus d'informations utiles en 6 heures que tous mes informateurs réunis. » Il s'accroupit et regarda dans les yeux de Shadow. « Où veux-tu aller, mon grand? » Shadow tira plus fort vers le sud-ouest, ses griffes raclant le sol en béton. Un léger gémissement s'échappa de sa gorge. Ses yeux suppliaient avec une intensité que les mots ne pourraient jamais égaler. Marcus se leva et fit face à ses hommes. « Changement de plan. L'équipe 1 vient avec moi. Nous nous dirigeons vers le sud-ouest, vers Cicero. » Le visage de Derek devint pâle. « Cicero, patron, il n'y a rien là-bas à part des usines abandonnées. »« Alors nous chercherons dans les usines abandonnées. »« Mais le nord. »« Je ne t'ai pas demandé ton avis, Derek. » La voix de Marcus baissa à ce registre dangereux qui faisait taire les pièces. « J'ai donné un ordre. » La mâchoire de Derek se serra. Pendant un instant, quelque chose vacilla derrière ses yeux. La peur, la colère, le calcul, mais il l'enterra rapidement sous un masque d'obéissance. « Bien sûr, patron, comme vous voulez. » Les équipes se dispersèrent, les moteurs rugirent. Les véhicules se répandirent à travers Chicago comme des chiens de chasse libérés de leur chaîne. Marcus monta dans son VUS avec Tony au volant et Shadow sécurisé sur la banquette arrière. 3 autres véhicules suivirent, transportant 20 de ses meilleurs hommes. Ils se dirigèrent vers Cicero. Derrière eux, Derek Morrison se tenait seul sur le parking, regardant le convoi disparaître dans le trafic matinal. Sa main tremblait alors qu'il sortait son téléphone. Il composa un numéro qu'il avait mémorisé mais jamais enregistré. 3 sonneries, puis une voix. « Quoi? » « Nous avons un problème, » dit Derek, sa voix basse et urgente. « Blackwell arrive. Il se dirige vers Cicero. » Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix froide de Victor Koslov répondit. « Comment le sait-il? »« Le chien. » Derek regarda nerveusement autour de lui. Ce fichu chien du passage souterrain. Il a survécu. Il l'a trouvé. Il le mène droit à vous. Encore du silence. « Combien de temps avons-nous? » Derek calcula la distance, le trafic, la vitesse. « Peut-être 2 heures, 3 au maximum. »« Alors nous déplaçons la cargaison maintenant, » dit Victor. « Je me fiche qu'il fasse jour. Chargez tout et tout le monde dans les camions. Nous partons dans 1 heure. Et la femme et la fille? Elles viennent avec nous. La fille vaut trop cher pour être laissée derrière. » La ligne se coupa. Derek rangea son téléphone et se dirigea vers sa voiture. Ses mains tremblaient maintenant. 10 ans de trahison, 10 ans à jouer sur les 2 tableaux, et tout se résumait à ça. Si Marcus trouvait l'entrepôt avant que la cargaison ne soit déplacée, tout s'effondrerait. Derek serait démasqué. Et Marcus Blackwell ne pardonnait pas aux traîtres. Il démarra le moteur et se dirigea vers Cicero, non pas pour aider Marcus, mais pour avertir Victor, pour s'assurer que cette petite fille et sa mère disparaîtraient pour toujours avant que quiconque ne puisse les trouver. Le quartier industriel de Cicero s'étendait devant eux comme un cimetière de l'industrie américaine. Des cheminées rouillées perçaient le ciel gris.
Des usines en ruine se dressaient silencieuses, leurs fenêtres brisées fixaient comme des orbites vides. Des mauvaises herbes poussaient à travers le béton fissuré. L'air sentait la décomposition et les rêves oubliés. Le convoi de Marcus roulait lentement dans les rues abandonnées, les moteurs bourdonnaient à bas régime. Les yeux balayaient chaque ombre. Shadow se tenait sur la banquette arrière, son nez pressé contre la fenêtre, son corps entier vibrant d'une agitation croissante. Plus il se rapprochait, plus il devenait frénétique. Son souffle embuait la vitre. Ses griffes raclaient le cuir. De petits gémissements s'échappaient de sa gorge. Il réagit à quelque chose, observa Tony, regardant le chiot dans le rétroviseur. Marcus hocha la tête. Continue, laisse-le nous guider. Ils passèrent 3 autres pâtés de maisons vides, puis 4, puis 5. Soudain, Shadow explosa. Le chiot aboya sauvagement, grattant la fenêtre avec une intensité désespérée. Son corps entier tendu vers un immense complexe d'entrepôts sur le côté gauche de la route. Une enseigne délavée au-dessus de l'entrée indiquait Midwest Cold Storage, un nom qui avait probablement signifié quelque chose il y a des décennies, avant la fermeture de l'usine et la mort du quartier. « Arrête-toi ici », ordonna Marcus. Tony gara le VUS derrière un panneau publicitaire effondré, hors de vue de l'entrepôt. Les autres véhicules suivirent, se garant à l'ombre des bâtiments abandonnés. Marcus sortit et souleva Shadow de la voiture. Le chiot tira immédiatement vers l'entrepôt, ses petites pattes tournant contre le sol, ses yeux fixés sur la cible. « Doucement, mon grand », murmura Marcus en le retenant. « Laisse-moi regarder d'abord. » Il sortit des jumelles de sa veste et étudia le complexe. Ce qu'il vit confirma tout. L'entrepôt n'était pas abandonné. Loin de là. Des gardes armés patrouillaient le périmètre, essayant d'avoir l'air décontracté, mais portant des armes sous leur manteau. Des caméras de sécurité couvraient chaque angle, leur lumière rouge clignotant dans la brume matinale. 2 camionnettes blanches étaient garées près d'un quai de chargement, moteur en marche, prêtes à partir à tout moment. Et à travers l'une des rares fenêtres non barricadées, Marcus aperçut des mouvements à l'intérieur. Des ombres passant et repassant. Trop nombreuses pour être des ouvriers, trop organisées pour être des squatters. C'était ça, le repair. Tony apparut à ses côtés. Je compte au moins 6 gardes à l'extérieur. D'après le nombre de véhicules et la taille du bâtiment, probablement 20 de plus à l'intérieur, peut-être 25. Armes, pistolets visibles, probablement des fusils à l'intérieur. Ce ne sont pas des amateurs, patron. Marcus baissa les jumelles. Son esprit parcourait les calculs tactiques, les points d'entrée, les lignes de vue, les positions de couverture. Il avait déjà attaqué des bâtiments. Il savait comment submerger les défenseurs, comment créer le chaos, comment gagner. Mais se précipiter maintenant serait un suicide. « Nous attendons », dit-il finalement. « Ce soir, 4 heures du matin, quand ils seront fatigués, quand leur garde sera baissée, nous les frapperons de 3 côtés simultanément, sans avertissement, sans pitié. » Tony hocha la tête. « Je coordonnerai les équipes. » Shadow n'était pas d'accord. Le chiot tira plus fort, son corps bandé tendu contre la prise de Marcus. Il aboya sèchement, puis gémit, puis aboya à nouveau, ses yeux allant et venant entre Marcus et l'entrepôt avec une urgence frénétique. Lily était là-dedans en ce moment, si proche. Chaque seconde d'attente était une torture. Marcus s'agenouilla et prit le visage du chiot dans ses mains, forçant Shadow à le regarder. « Écoute-moi, » dit-il doucement. « Je sais qu'ils sont là-dedans. Je sais que tu veux les sauver. Je veux les sauver aussi. » Shadow gémit. « Mais si nous nous précipitons maintenant, les armes à la main, ces gardes nous abattront avant que nous n'atteignions la porte. Et qu'arrivera-t-il alors à elle? Qu'arrivera-t-il à la petite fille qui t'a envoyé chercher de l'aide? » Le corps du chiot trembla. « Elle meurt, » continua Marcus, sa voix rauque d'émotion. « Elle meurt parce que nous avons été courageux mais stupides. » « Est-ce que c'est ce que tu veux? » Le gémissement de Shadow s'estompa. Son énergie frénétique se dissipa lentement. « Nous devons être intelligents, » dit Marcus. « Nous devons être patients. Quelques heures de plus, c'est tout. Peux-tu attendre quelques heures de plus? » Le chiot le regarda avec ses yeux marrons profonds, des yeux qui contenaient plus de compréhension que n'importe quel animal ne devrait en posséder. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea.
Puis Shadow s'abaissa au sol. Il s'allongea à plat contre le béton, son menton reposant sur ses pattes, son regard fixé sur l'entrepôt au loin. Pas détendu, pas résigné, juste attendant, faisant confiance à l'humain qui avait répondu à son appel. Marcus caressa doucement la tête du chiot. « Bon chien, murmura-t-il. Nous allons la récupérer, je te le promets. » La queue de Shadow remua une fois lentement. Derrière eux, Tony était déjà au téléphone, coordonnant les positions, rassemblant des renforts, se préparant à la guerre. Dans 6 heures, le soleil se coucherait. Dans 8 heures, l'attaque commencerait. Marcus se leva et regarda l'entrepôt une dernière fois. Quelque part à l'intérieur de ces murs, une fillette de 6 ans attendait, et il démolirait chaque mur pour l'atteindre. 2 heures après le début de la surveillance, Tony Russo remarqua que quelque chose n'allait pas. Il avait contacté tous les chefs d'équipe toutes les 30 minutes, exactement comme Marcus l'avait ordonné. L'équipe 2 avait signalé sa position depuis le périmètre nord. L'équipe 3 avait confirmé sa position près de la route d'accès est. L'équipe 4 tenait la route de sortie sud. Mais l'équipe 5, l'équipe de Derek, était devenue silencieuse. Tony composa le numéro de Derek pour la 4e fois. 4 sonneries, puis la messagerie vocale. « Patron », dit Tony en baissant son téléphone. Derek ne répond pas. Personne de son équipe non plus. La mâchoire de Marcos se contracta. Quand a-t-il fait son dernier rapport? Il y a 90 minutes, juste après notre arrivée ici. La prise de conscience frappa Marcus comme une balle en pleine poitrine. Ce fils de... Il frappa du poing le capot du VUS. Il s'est enfui, il les prévient. Le visage de Tony se durcit. « Vous voulez que j'envoie quelqu'un après lui? » « Pas le temps. » Marcus attrapa sa radio. « Toutes les équipes. Changement de plan. On y va maintenant. Répétez. On y va maintenant. » La radio crépita d'accusés de réception confus. Ce n'était pas le plan. Ils étaient censés attendre la tombée de la nuit. Mais Marcus savait avec une certitude terrible que l'attente n'était plus une option. Si Derek les avait trahis, et il l'avait fait, alors Viktor Koslov savait déjà qu'ils arrivaient. Le compte à rebours avait commencé. À l'intérieur de l'entrepôt, le chaos éclata. Viktor Koslov se tenait au centre de l'étage principal, le téléphone pressé contre son oreille, son visage tordu de fureur froide. La voix de Derek crépita dans le haut-parleur, essoufflée et paniquée. « Ils vous ont trouvé. Blackwell est dehors en ce moment. Il a au moins 30 hommes. » Victor jura en russe. « Combien de temps? » « Je ne sais pas. Peut-être des minutes, peut-être moins. Vous devez bouger. » La ligne se coupa. Victor rangea son téléphone et se tourna vers ses lieutenants. « Chargez tout maintenant. Nous partons dans 30 minutes. » L'entrepôt explosa de mouvement. Les gardes attrapèrent des armes. Les ouvriers se précipitèrent vers les camionnettes. Les chaînes cliquetèrent alors que les prisonniers étaient entraînés hors de leurs cellules. Dans le chaos, 2 gardes firent interruption dans la petite cellule en béton où Lily attendait. « Debout !» cria l'un d'eux. « Bouge !» Lily cria alors que des mains rudes attrapaient ses bras et la soulevaient du sol. Elle donna des coups de pied et se tordit, mais les hommes étaient trop forts. « Maman, maman !» Ils la traînèrent dans un couloir étroit et dans l'entrepôt principal. Sarah était déjà là, tenue par 2 autres gardes, son visage meurtri et strié de larmes. Dès qu'elle vit Lily, elle se jeta en avant. « Lily, laissez-la partir, s'il vous plaît. » Les gardes les poussèrent l'une contre l'autre, permettant à la mère et à la fille de s'accrocher l'une à l'autre pour un moment désespéré. « Maman, j'ai peur, » sanglota Lily. « Je sais, mon bébé, je sais, mais reste avec moi, ne me lâche pas. » Viktor Koslov s'approcha, son ombre massive tombant sur elle comme une sentence de mort. Il étudia Lily avec ses yeux couleur de glace, calculant sa valeur même maintenant. « Mettez-les dans le camion de tête, » ordonna-t-il. « La fille est précieuse. La marchandise endommagée ne vaut rien. » Lily leva les yeux vers le monstre qui la dominait. Son petit corps tremblait de terreur. Mais quelque part au fond d'elle, une étincelle de défi brûlait encore. « Shadow arrive, » dit-elle, sa voix tremblante mais certaine. « Il va nous sauver. » Victor rit, un son froid et cruel qui résonna dans l'entrepôt. Le chien, il s'accroupit à son niveau, son visage balafré à quelques centimètres du sien. « Petite fille, ton chien est mort. J'ai vu mes hommes le projeter contre un mur. Il gît dans un fossé quelque part, en train de pourrir. » Les yeux de Lily se remplirent de nouvelles larmes. «
Tu mens. Vraiment? Victor sourit, révélant des dents jaunies. Il n'y a pas de sauvetage qui arrive, pas de héros, pas de chien. Tu m'appartiens maintenant et je vais te vendre à quelqu'un de très loin. Il se leva et fit signe à ses hommes. Mettez-les dans le camion. Nous partons dans 20 minutes. Les gardes traînèrent Sarah et Lily vers le quai de chargement, où une camionnette blanche attendait, moteur en marche. D'autres prisonniers étaient déjà en train d'être chargés, des femmes pleurant, des enfants criant, l'espoir mourant à chaque seconde qui passait. Sarah serra Lily aussi fort que ses mains liées le permettaient. « Écoute-moi, murmura-t-elle férocement. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Je t'aimerai toujours et nous n'abandonnons pas. Tu comprends? » Lily hocha la tête à travers ses larmes. « Shadow arrive, maman. Je sais qu'il arrive. » Sarah pressa ses lèvres contre le front de sa fille. « Alors nous tenons bon. Nous tenons bon jusqu'à ce qu'il arrive. » Les portes de la camionnette étaient ouvertes comme la gueule d'une bête, prêtes à les avaler tout entières. 20 minutes. C'est tout le temps qu'il leur restait. À l'extérieur de l'entrepôt, Marcus Blackwell chargeait son arme, se préparant à démolir les murs. Mais il ne connaissait pas le compte à rebours qui s'égrenait à l'intérieur. Il ne savait pas que dans 20 minutes, Lily et Sarah disparaîtraient pour toujours. Marcus Blackwell prit la décision en un battement de cœur. Plus d'attente, plus de planification, plus d'espoir que la patience sauverait la situation. Il attrapa sa radio et prononça 3 mots qui allaient tout changer. « On y va maintenant. » La réponse fut immédiate. Les moteurs rugirent. Les portes s'ouvrirent violemment. 30 hommes armés émergèrent de l'ombre comme des loups descendant sur leur proie. « Tuez quiconque se mette sur votre chemin, » ordonna Marcus, sa voix froide comme la mort. Mais les prisonniers vivent, quoi qu'il arrive. Ils frappèrent l'entrepôt de 3 directions simultanément. L'équipe 1 força l'entrée principale, faisant sauter les portes renforcées de leurs gonces avec une explosion contrôlée. L'équipe 2 s'écrasa à travers le quai de chargement Est, leur véhicule fracassant les fragiles portails métalliques. L'équipe 3 escalada le mur nord, tombant à travers des lucarnes brisées comme des démons silencieux venus d'en haut. Les gardes n'eurent aucune chance. Les premiers coups de feu déchirèrent de l'air comme le tonnerre. Des cris suivirent. Des corps tombèrent. L'opération de trafic soigneusement organisée se dissolut en chaos en quelques secondes. Marcus se déplaça à travers le carnage comme une force de la nature. Son pistolet aboya 3 fois et 3 gardes tombèrent avant de pouvoir lever leurs armes. Un 4e l'attaqua par le côté. Marcus pivota, attrapa le bras armé de l'homme, lui cassa le coude et lui tira une balle dans la poitrine. 5 à terre, d'autres à venir. Mais il n'était pas seul. Shadow courait devant lui, se faufilant à travers les tirs avec une agilité impossible. Le chiot semblait sentir le danger avant qu'il n'arrive, esquivant à gauche quand les balles volaient à droite. Se cachant derrière un abri quelques instants avant que des tirs ne déchirent l'air au-dessus de lui. Il cherchait, chassait, désespéré de trouver Lily. Tony Russo mena une escouade à travers l'étage principal de l'entrepôt, nettoyant les pièces avec une efficacité brutale. Ils trouvèrent d'abord les cellules de détention, des boîtes en béton remplies de prisonniers terrifiés, les poignets liés, les yeux fous de peur et d'espoir. « Sortez-les » cria Tony. « Coupez les chaînes, bougez » Ces hommes travaillèrent rapidement, libérant les captifs, les guidant vers la sécurité. 8 femmes, 3 enfants, tous traumatisés, tous vivants, mais aucun d'eux n'était Lily ou Sarah. Marcus fit irruption à l'étage principal, ses yeux balayant chaque visage, chaque coin, chaque ombre. L'odeur de la poudre et du sang remplissait ses narines. Les bruits de la bataille résonnaient contre les murs de béton. « Où sont-elles » rugit-il. Shadow tournait en rond, aboyant frénétiquement, son nez travaillant à plein régime. Il pouvait sentir Lily. Elle avait été là récemment, mais elle était partie. Tony courut vers Marcus, le souffle court. « Nous avons nettoyé le bâtiment, trouvé 11 prisonniers dans des cellules. Aucun ne correspond à la description. » Marcus attrapa la prisonnière libérée la plus proche, une femme âgée aux cheveux gris et aux yeux hantés. La même femme qui avait réconforté Lily dans sa cellule. « La femme et la petite fille » exigea Marcus. « Où sont-elles » La femme trembla violemment. « Ils les ont emmenées il y a 5 minutes. Peut-être moins. »« Où »
Elle montra du doigt l'arrière de l'entrepôt avec une main tremblante. Le quai de chargement. Ils les ont mises dans un camion blanc. Le grand homme, celui avec la cicatrice, il est parti avec elle. Le sang de Marcus se glaça. Victor Koslov. Il avait pris Lily personnellement, ce qui signifiait qu'elle valait quelque chose, ce qui signifiait qu'elle était encore en vie, pour l'instant. Marcos sprinta vers le quai de chargement en arrière, ses bottes martelant le béton. Tony suivit, criant des ordres dans sa radio. Shadow courut le plus vite de tous, ses petites pattes le portant avec une vitesse née de l'amour pur. Ils firent irruption par les portes arrière et dans l'air froid du matin. Le quai de chargement était vide. Des traces de pneus marquaient le gravier. L'odeur d'échappement persistait comme un fantôme. Et là, disparaissant au coin de la rue, à l'autre bout de la route d'accès, se trouvait une camionnette blanche. La camionnette de Victor, emportant Lily et Sarah vers l'oubli. Marcus la regarda disparaître, sa poitrine se soulevant, ses mains serrées autour de son arme. « Non, souffla-t-il. Non. » Shadow poussa un hurlement qui perça le ciel du matin, un son de rage, de désespoir et de refus d'abandonner. Marcus attrapa le bras de Tony. « Prendre la voiture maintenant. » Ils avaient perdu l'entrepôt, mais ils n'avaient pas perdu la guerre. La poursuite ne faisait que commencer. Le VUS noir explosa hors du complexe de l'entrepôt comme un missile lancé de l'enfer. Tony Russo agrippa le volant avec des jointures blanches, poussant le moteur à ses limites absolues. Le compteur de vitesse grimpa au-delà de 130, 150, 160. Le monde extérieur devint un flou de béton gris et de bâtiments industriels délavés. Marcus était assis sur le siège passager, son pistolet rechargé, ses yeux fixés sur la camionnette blanche qui fuyait au loin. Chaque muscle de son corps était tendu. Chaque respiration était une fureur contrôlée. Sur la banquette arrière, Shadow se pressait contre la fenêtre, aboyant sans pause. Son petit corps vibrait d'une énergie désespérée. Ses griffes raclaient le cuir. Ses yeux ne quittaient jamais la camionnette qui transportait sa famille. « Plus vite !» ordonna Marcus. « Je donne tout ce que j'ai !» répondit Tony entre ses dents serrées. La camionnette avait une longueur d'avance, mais elle était plus lourde, plus lente, moins maniable. Le VUS gagnait du terrain à chaque seconde qui passait. L'écart entre eux se réduisit de 200 mètres à 100, puis 50. Ils atteignirent l'autoroute, un tronçon désolé de l'Interstate 55 qui traversait le désert industriel au sud de Cicero. Pas de trafic à cette heure, pas de témoins, juste deux véhicules hurlant dans le matin vide à des vitesses impossibles. Marcus baissa sa fenêtre. Le vent lui déchira le visage. Il se pencha, leva son pistolet et visa les pneus arrière de la camionnette. Le premier tir manqua. Le deuxième tir fit des étincelles sur le pare-choc. Le troisième tir atteignit sa cible. Le pneu arrière droit de la camionnette explosa dans une gerbe de caoutchouc et d'étincelles. Le véhicule fit une embardée violente, dérapant sur les deux voies. Le conducteur se corrigea. La camionnette s'inclina, bascula, puis, dans un balai horrifiant de métal et d'élan, elle roula une fois, deux fois, trois fois. La camionnette s'écrasa sur le côté et glissa sur l'asphalte, projetant des étincelles dans toutes les directions. Elle s'immobilisa finalement contre la barrière de béton, de la vapeur sifflant de son moteur crevé, les roues tournant encore inutilement dans les airs. Tony freina brusquement. Le VUS crissa jusqu'à s'arrêter à 15 mètres de l'épave. Marcus était dehors avant que le véhicule ne soit complètement arrêté. Il se dirigea vers la camionnette renversée, son arme levée, tous ses sens en alerte. Le verre craqua sous ses bottes. L'odeur d'essence remplit l'air. De l'intérieur de la camionnette provenaient des gémissements, des toux, des pleurs. La porte du conducteur, maintenant tournée vers le ciel, s'ouvrit violemment. Une main ensanglantée émergea d'abord, puis un visage. Derek Morrison se hissa hors de la cabine, le front entaillé, le bras pendant à un angle non naturel. Il dégringola le long de la camionnette et s'effondra sur l'asphalte, haletant. Marcus s'arrêta à 1 mètre de lui, son pistolet pointé sur la tête de Derek. Derek leva les yeux vers l'homme qu'il avait trahi, l'homme qu'il avait servi pendant 10 ans, l'homme qu'il avait vendu pour de l'argent. « Marcus, suffoqua-t-il, je peux expliquer. » « Tu peux expliquer. » La voix de Marcus était calme, mortelle.
Tu peux expliquer pourquoi tu as vendu des femmes et des enfants. Tu peux expliquer pourquoi tu as aidé des monstres à opérer sur mon territoire. Tu peux expliquer pourquoi tu les as prévenus que nous arrivions. Derek lutta pour se mettre à genoux, sa main valide levée en signe de reddition. Du sang coulait de son menton sur le trottoir. Koslov m'a payé, balbutia-t-il. 10 fois ce que je gagnais avec toi. 10 fois. J'ai une famille, des factures, des dettes. Je n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix. Marcus répéta les mots comme s'ils étaient du poison sur sa langue. Ces femmes dans l'entrepôt n'avaient pas le choix. Ces enfants déchaînés n'avaient pas eu le choix. La fillette de 6 ans à l'arrière de cette camionnette n'avait pas le choix. Il s'approcha, le canon de son arme pressé contre le front de Derek. Mais toi, tu avais tous les choix du monde, et tu as choisi l'argent plutôt que l'humanité. Derek sanglota. S'il te plaît, Marcus, ça fait 10 ans. J'ai été loyal. Tu n'as jamais été loyal. Tu attendais une meilleure offre. Une deuxième silhouette émergea de l'épave. Victor Koslov rampa hors du pare-brise brisé de la camionnette, son visage un masque de sang, sa jambe gauche traînant inutilement derrière lui. Même blessé, ses yeux couleur de glace brûlaient de défi. Blackwell, cracha-t-il entre ses dents cassées, tu crois que tu as gagné? J'ai des partenaires partout. Tue-moi et 10 autres prendront de ma place. Marcus jeta un coup d'œil à Victor, puis revint à Derek. 2 traîtres, 2 monstres, un choix. Mais d'abord, Lily. Tony, appela Marcus par-dessus son épaule. Va chercher la fille. Victor Koslov n'était pas un homme qui acceptait la défaite. Même alors qu'il gisait, saignant sur l'asphalte froid, son corps brisé par l'accident, son empire s'effondrant autour de lui, sa main se glissa vers le pistolet coincé sous le châssis tordu de la camionnette. Marcus vit le mouvement. Sa botte s'abattit sur le bras tendu de Victor avec une force écrasante. Les os se brisèrent comme des branches sèches. Victor hurla, un son animal et brut qui résonna sur l'autoroute déserte. Marcus repoussa le pistolet du pied et appuya plus fort sur le membre brisé. « Tu as kidnappé des femmes et des enfants sur mon territoire, » dit Marcus, sa voix plate et mortelle. « Tu as dirigé une opération de trafic sous mon nez. Tu pensais que tu pouvais vendre des êtres humains dans le sud de la ville et que je ne le découvrirais pas. » Victor leva les yeux, le regard assombri par la douleur, mais son sourire ensanglanté ne vacilla pas. « Tu agis comme si tu étais différent, » cracha-t-il. « Comme si tu étais une sorte de sainte, mais nous savons tous les deux ce que tu es, Blackwell. Tu es un criminel, un tueur. Tu vends des drogues qui détruisent des familles. Tu diriges des rackets de protection qui saignent les entreprises à blanc. » Il rit, du sang bouillonnant sur ses lèvres. « Nous sommes pareils, toi et moi. La seule différence, c'est que je suis honnête sur ce que je suis. » Marcus s'accroupit, rapprochant son visage de celui de Victor. « Non, dit-il doucement. Nous ne sommes pas pareils. J'ai des règles, des limites que je ne franchis pas. Je ne vends pas d'enfants. Je ne détruis pas d'innocents. Je ne transforme pas les êtres humains en produits. » Il se leva et pointa son pistolet sur la tête de Victor. « Tu n'as pas de règles. Tu n'as pas de limites. Et c'est pourquoi tu vas mourir ici, sur cette route, sans personne pour te pleurer. » Le sourire de Victor s'effaça enfin. La peur s'insinua dans ses yeux couleur de glace. « Attends !» Le coup de feu résonna sur l'autoroute. Le corps de Victor Koslov s'immobilisa, son sang s'étalant sur l'asphalte en une flaque sombre. Marcus fixa le cadavre un long moment. Aucune satisfaction, aucun triomphe, juste le vide froid de la violence nécessaire. Puis il se tourna vers Derek Morrison, son ancien bras droit, son lieutenant de confiance, l'homme qui avait tout trahi pour de l'argent. Derek était toujours à genoux, tremblant violemment, des larmes coulant sur son visage ensanglanté. Il regarda le corps de Victor, puis Marcus, et la dernière lueur d'espoir s'éteignit dans ses yeux. « Marcus, murmura-t-il, s'il te plaît, nous avons une histoire. 10 ans. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. Une seule erreur. » Marcus s'approcha lentement de lui. « Pendant 3 ans, tu as aidé Koslov à opérer sur mon territoire. Pendant 3 ans, tu lui as fourni des informations, protégé ses cargaisons, détourné le regard pendant que des gens disparaissaient. » Il s'arrêta juste devant Derek. « Ce n'est pas une seule erreur. C'est un millier de choix. Chaque jour, tu as choisi l'argent plutôt que la loyauté, plutôt que l'humanité,
plutôt que tout ce que nous avons construit ensemble. Les sanglots de Derek s'intensifièrent. J'ai une famille, Marcus, une femme, des enfants. Qu'est-ce qui leur arrivera? L'expression de Marcus ne changea pas. Les femmes dans cet entrepôt avaient des familles. Les enfants enchaînés avaient des familles. La fillette de 6 ans que tu as aidé à kidnapper avait une mère qui serait morte pour elle. Il leva son pistolet. Tu n'as pas pensé à leur famille. Pourquoi devrais-je penser à la tienne? Derek ferma les yeux. Ses lèvres bougèrent dans une prière silencieuse. As-tu autre chose à dire? Demanda Marcus. Derek ouvrit les yeux. Pendant un instant, quelque chose vacilla. Du défi, peut-être, ou de l'acceptation. Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis vraiment désolé. Marcus hocha lentement la tête. Je te crois? Le coup de feu fut net, rapide, miséricordieux. Derek Morrison s'effondra sur l'asphalte, ses yeux fixant le vide, son sang se mêlant à celui de Victor dans la lumière du matin. Marcus baissa son arme. Il ne ressentait rien. Pas de culpabilité, pas de satisfaction, juste le poids de la justice rendue et la connaissance que certaines trahisons ne pourraient jamais être pardonnées. Derrière lui, la voix de Tony coupa le silence. « Patron, je les ai trouvées. Elles sont en vie. » Marcus se retourna et courut vers la camionnette renversée, son cœur battant soudainement, avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 30 ans. L'espoir. La chambre d'hôpital était baignée d'une douce lumière matinale. Des rideaux blancs filtraient le soleil en doux rayons qui tombaient sur le lit où reposait Sarah Carter. Ses yeux s'ouvrirent enfin après 12 heures d'inconscience. Sa tête était bandée. Une perfusion s'écoulait régulièrement dans son bras. Des machines émettaient leur rythme silencieux de récupération. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car blotti contre elle, dormant paisiblement pour la première fois depuis des jours, se trouvait Lily. Et au pied du lit, son petit corps enveloppé de bandages frais, gisait Shadow. Le souffle de Sarah se coupa. Des larmes coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les arrêter. Ils étaient vivants, tous les trois. Contre toute attente, ils avaient survécu. Sa main trembla alors qu'elle tendait la main pour caresser les cheveux blonds sales de Lily. La petite fille s'agita, ses yeux bleus s'ouvrant lentement. « Maman, » murmura Lily, « tu es réveillée? »« Je suis réveillée, mon bébé. » La voix de Sarah se brisa. « Je suis là. » Lily éclata en sanglots et jeta ses bras autour du cou de sa mère. Shadow se réveilla instantanément, sa queue remuant, son petit corps se tortillant sur le lit pour se joindre à l'étreinte. Pendant un long moment, ils se serrèrent les uns contre les autres. Une famille réunie. Un cauchemar terminé, un avenir restauré. À l'extérieur de la chambre, debout derrière la vitre, Marcus Blackwell observait en silence. Il n'avait pas dormi. Il n'avait pas mangé. Il avait passé toute la nuit dans cet hôpital à attendre des nouvelles, à passer des appels, s'assurant que Sarah et Lily recevaient les meilleurs soins que l'argent pouvait acheter, anonymement, bien sûr. Un chef de la criminalité ne pouvait pas être vu en train de faire des dons de charité. Tony Russo se tenait à ses côtés, les bras croisés. « Qu'allez-vous faire d'elle? » demanda Tony doucement. Marcus ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restaient fixés sur la scène à l'intérieur. La mère qui pleure, la fille qui rit à travers ses larmes, le chiot qui lèche leurs deux visages. « Je ne sais pas, » admit-il. Sarah leva alors les yeux, son regard trouvant Marcus à travers la vitre. Pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent. D'étranger à étranger, de sauveteur à sauvé. Deux personnes liées par des circonstances qu'aucun n'aurait pu imaginer. Elle hocha lentement la tête, un geste simple, mais qui portait tout. La gratitude, la reconnaissance, le respect. Marcus hocha la tête en retour. Puis Lily le repéra. Son visage s'illumina d'un sourire, le premier vrai sourire depuis le début du cauchemar. Elle fit un signe de la main enthousiaste, tirant sur le bras de sa mère et montrant l'homme à l'extérieur. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Marcus. Il poussa la porte et entra. La pièce devint silencieuse. Sarah le regarda s'approcher, son expression prudente mais pas effrayée. Lily rebondissait avec excitation sur le lit. La queue de Shadow remuait si fort que tout son corps tremblait. Marcus s'arrêta au chevet du lit, réalisant soudain qu'il ne savait pas quoi dire. Il avait donné des ordres à des centaines d'hommes. Il avait négocié des contrats valant des millions de dollars. Il avait affronté la mort sans broncher,
Mais debout devant une fillette de 6 ans et sa mère, il était complètement perdu. Lily brisa le silence la première. Monsieur Marcos, dit-elle sérieusement, voulez-vous garder Shadow? Marcus cligna des yeux. Quoi? Shadow vous a choisi. Il a couru à travers toute la ville pour vous trouver. Il vous a amené pour nous sauver. Lily caressa amoureusement les oreilles du chiot. Shadow est très doué pour choisir les gens. Il ne fait confiance qu'aux bonnes personnes. Marcus regarda le chiot, puis Lily, puis Sarah. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour... Vous nous avez sauvé la vie, interrompit doucement Sarah. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous êtes venu quand personne d'autre ne le ferait. Vous avez tout risqué pour des étrangers. Elle tendit la main et prit de la sienne un geste si inattendu que Marcus sursauta. Pourquoi? Demanda Sarah. Pourquoi nous avez-vous aidés? La question resta en suspens dans l'air. Marcus resta silencieux un long moment. Le souvenir s'éveilla à nouveau. Le placard, les cris, la perte qui avait façonné toute sa vie. Il y a 30 ans, dit-il doucement, ma mère a été enlevée, tout comme vous. Des hommes sont venus dans la nuit. Ils l'ont traînée au loin pendant que je me cachais et regardais. Sa voix devint rauque. Personne n'est venu pour elle. Pas de sauvetage, pas de héros. Elle a disparu et je ne l'ai plus jamais revue. La prise de Sarah sur sa main se resserra. Je n'ai pas pu la sauver, continua Marcus. J'avais 7 ans. J'étais petit et faible et terrifié. J'ai porté cet échec chaque jour de ma vie. Il regarda Lily qui l'observait avec ses énormes yeux bleus. Mais quand ce petit chien m'a trouvé, quand il m'a mené à vous, j'ai eu une chance de changer l'histoire, une chance de sauver quelqu'un, une chance d'être le héros qui n'est jamais venu pour ma mère. Des larmes brillaient dans les yeux de Sarah. Vous avez été ce héros pour nous, pour Lily. Shadow sauta du lit et trottina jusqu'à Marcus. Le chiot s'assit à ses pieds, le regardant avec ses yeux marron profonds, la queue remuant doucement. Marcus se pencha et prit la petite créature dans ses bras. Shadow se blottit contre sa poitrine, poussant un soupir de contentement. « Il vous fait confiance, dit joyeusement Lily. Vous voyez, je vous avais dit que Shadow était doué pour choisir. » Marcus caressa la tête du chiot, sentant la chaleur du petit corps contre sa poitrine. « Laissez-moi y réfléchir, dit-il doucement. Il y a beaucoup de choses à régler. » Mais même en prononçant ces mots, il savait que la décision avait déjà été prise. Certains liens ne pouvaient être brisés. Certains choix se faisaient d'eux-mêmes. Et maintenant, chers spectateurs, nous arrivons à la fin de cet incroyable voyage. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond sur la nature de l'espoir, de la loyauté et de la rédemption. Elle nous rappelle que les héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils ont 4 pattes et une queue qui remue. Parfois, ce sont des personnes brisées portant les blessures de leur passé. Parfois, ce sont des mères ordinaires qui se battent pour leurs enfants. La leçon est simple mais puissante. N'abandonnez jamais ceux que vous aimez. Ne cessez jamais de chercher de l'aide. Et ne sous-estimez jamais l'impact de choisir de s'impliquer quand il serait plus facile de s'en aller. Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont besoin d'être sauvés. Il y a encore des Lily qui attendent dans l'obscurité, croyant que l'aide viendra. Il y a encore des Shadows qui courent dans la nuit à la recherche de quelqu'un d'assez courageux pour les suivre. Peut-être que ce quelqu'un, c'est vous. Nous aimerions connaître vos impressions sur cette histoire. Comment a-t-elle touché votre cœur? Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un ou quelque chose d'inattendu est venu à votre secours? N'hésitez pas à partager vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires nous inspirent et nous relient tous en tant que communauté. Si cette histoire vous a ému, pensez à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager avec vos amis et votre famille. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage nous aide à proposer davantage d'histoires puissantes, comme celle-ci aux spectateurs du monde entier. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie quotidienne. Puissiez-vous toujours trouver le courage de suivre lorsque l'espoir frappe à votre porte. Merci d'avoir regardé.